Clément Rib, bonjour Bonjour. et merci d'être là. Surtout, merci d'être là, de représenter une telle maison comme Christian Bourgois. Euh, Clément, j'ai été étonné en regardant votre CV. Vous n'avez que 30 ans et j'ai déjà 31 l'impression maintenant. d'avoir vu un 31, non, d'avoir vu un CV très conséquent. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par votre histoire, entre guillemets, et comment vous êtes arrivé à être éditeur? À partir de quand? Je vais pas faire commencer à la naissance non plus. Non, non, bien sûr. Alors, comment je suis arrivé à devenir éditeur? En fait, j'ai commencé par refaire des études de lettres et d'espagnol. C'était mon cursus quand j'étais à la fac en master. Et pendant que je faisais mes études de lettres et d'espagnol, j'avais commencé à faire des stages dans l'édition. J'ai commencé quand j'étais en M1 à faire un stage aux éditions du Seuil au service éditorial. Pas du tout en littérature, j'étais au service des sciences humaines, spécialisé en philo et en histoire. Donc, c'était un stage qui a duré 6 mois et dont je me suis occupé de beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui n'étaient pas du tout ma formation initiale. Notamment, j'avais travaillé sur l'histoire de la virilité. C'était un gros projet en 3 tomes des éditions du Seuil, avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de choses comme ça. Ensuite, donc j'ai terminé mes études de lettres. Je suis parti enseigner 1 an le français aux États-Unis. C'était une expérience comme ça que je voulais faire, de vivre au moins une fois à l'étranger dans une langue différente de la mienne. Je suis revenu. J'ai commencé des études de droit que j'ai arrêtées au bout de 2 mois parce que ça m'allait pas du tout. J'étais pas du tout fait pour ça. Et à partir du moment où j'ai arrêté ces études de droit, je me suis dit qu'est-ce que je fais. Donc j'ai refait un deuxième stage dans l'édition, cette fois-ci en littérature aux éditions Flammarion, où j'étais au service des manuscrits. Donc vraiment la première étape dans la maison d'édition, à savoir que mon stage consistait à ouvrir les enveloppes, à regarder les textes, savoir ce qui pouvait être intéressant ou pas, etc. Faire un premier tri en fait pour travailler avec les éditeurs. Et une fois que ce stage s'est terminé, j'ai envoyé d'autres candidatures pour continuer à faire des stages, parce que souvent dans l'édition, on fait des stages pendant très longtemps, pendant au moins 2, 3 ans avant d'avoir un poste. Et il se trouve que j'ai eu la chance, enfin c'est vraiment un coup de chance, la semaine où j'ai envoyé mes candidatures pour de nouveaux stages, un poste s'est libéré aux éditions de l'Olivier. Et en fait, on m'a proposé bah, d'entrer aux éditions de l'Olivier comme coordinateur éditorial. Évidemment, j'ai accepté parce que ce genre de chance n'arrive pas, en particulier parce que c'est une maison que j'aimais déjà beaucoup avant d'y travailler. Et en fin de compte, je suis resté 6 ans et demi aux éditions de l'Olivier, d'abord au poste de coordinateur édito. Donc, j'étais un peu la personne qui était chargée de faire le lien entre les éditeurs, les graphistes, les correcteurs, les traducteurs, etc., etc. Et ensuite, je suis devenu éditeur de littérature étrangère, donc majoritairement littérature américaine à l'Olivier, puisque c'est la spécialité de la maison. Et de manière un petit peu moindre, aussi de littérature française, où je travaillais en fait sur les textes des auteurs qu'on allait publier. J'apportais pas forcément des auteurs ou des projets, mais en tout cas, je faisais tout le travail d'édition avec les auteurs. Et du coup, en fait, en très peu de temps, en 6 ans et demi, du coup, j'ai eu un panel assez vaste des différentes attributions et travaux qu'on peut faire en tant qu'éditeur. Et il se trouve que l'an dernier, on m'a proposé d'arriver chez Bourgois. Et donc, j'ai changé. Je me suis lancé dans cette aventure-là pour un petit peu voir une autre maison et comment ça se passait dans une autre maison. Et évidemment, Bourgois étant une maison, pour tous les lecteurs de littérature étrangère, c'est une maison un petit peu mythique qui nous a formés, qui a formé notre goût. Et donc, c'était une proposition et un projet extrêmement enthousiasmant pour moi. Voilà. Voilà un peu comme ça comment je suis arrivé à ce poste-là. Même si quand j'étais petit, j'avais pas forcément l'idée de devenir éditeur. Moi, au début, je voulais être professeur d'espagnol. Euh, et ensuite, je voulais être traducteur. Et alors, ce qui est bien, c'est que mon métier, du coup, est un petit peu. Alors, je suis pas. J'ai été Vous l'avez traducteur. été, non? Oui. Voilà, j'ai traduit quelques livres quand j'étais à l'Olivier et que j'avais un peu plus de temps, parce que c'est un travail qui demande énormément de temps. Mais l'avantage du travail d'éditeur en littérature étrangère, c'est justement de pouvoir
de pouvoir mettre aussi la main dans les traductions, travailler avec les traducteurs et être dans quelque chose qui est de l'ordre qui est vraiment du travail collaboratif parfois aussi. Voilà. Et on rappelle que l'Olivier est une maison que Christian Bourgois est une maison indépendante depuis 92. Oui, tout à fait. Voilà, on a vu que les frères Mitterrand ont investi dans la maison. Comment se passe cette nouvelle organisation? Alors, c'est pas les frères. Alors, je vais corriger quelque chose qu'on lit beaucoup qu'on a lu beaucoup dans la presse. C'est pas les frères Mitterrand, c'est Olivier Mitterrand qui a racheté la maison donc, il y a un peu plus, enfin, il y a presque 2 ans maintenant, 1 an et demi. En fait, alors c'était quoi la question, pardon, la nouvelle organisation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, juste, j'ai demandé de préciser parce que du coup, en fait, Par c'est rapport toujours à votre pareil. rôle, en fait, par votre rôle, par rapport à votre Mon- rôle de directeur éditorial. Voilà. alors, Et en la fait, relation que vous avez avec eux, par exemple. d'accord. En fait, mon rôle de directeur éditorial, c'est le rôle de n'importe quel directeur de maison dans les maisons indépendantes, c'est-à-dire que j'ai à la fois comment dire, la mission entre guillemets d'incarner la maison auprès du public, auprès des agents pour la littérature étrangère, auprès des auteurs, auprès des journalistes, etc., etc., etc. Et après, pour tout ce qui est de l'aspect éditorial, c'est que c'est moi qui décide des livres qu'on va publier, donc qui définit une ligne éditoriale. Alors, moi, j'ai toujours été un petit peu suspicieux envers le concept de ligne éditoriale parce que je pense qu'en fait, on ne décide pas quelle ligne on va donner à une maison. Je pense que c'est d'abord nos goûts, on aime des livres, on les publie, et après se dessine une ligne éditoriale. Donc, ce n'est pas un projet qui est pensé avant, c'est quelque chose qui se dégage des livres qu'on a publiés. Mais bon, le rôle d'un directeur éditorial, c'est de donner une ligne éditoriale. Donc, c'est mes goûts. Pour cela, je suis aidé par 2 éditrices avec qui je travaille, qui sont des éditrices juniors qui sont arrivées dans la maison il y a 1 an et un peu plus d'1 an pour une autre, et qui, elles aussi, regardent les manuscrits. Quand elles voient quelque chose passer qui est intéressant, elles me préviennent, on en parle. Quand moi, j'ai un manuscrit qui m'intéresse, je leur fais lire pour avoir aussi leur avis, parce que je pense que c'est important d'avoir déjà une pluralité d'opinions et aussi parfois d'avoir des débats. Moi, j'aime bien les livres qui sont un peu clivants, comme on dirait dans un certain langage. Donc, c'est intéressant. Et alors après, ma relation avec Olivier Mitterrand, c'est une relation qui est tout à fait classique de un directeur de maison envers l'actionnaire de la maison, à savoir que il ne met pas comment dire, son nez dans les choix éditoriaux, mais évidemment, après, il y a tout l'aspect administratif qu'il gère et qu'il regarde, bien sûr. Voilà. Et justement, Clément, sur votre arrivée, quel thème voulez-vous aborder quel thème allez-vous aborder? Parce que j'imagine que les textes que vous allez défendre vont se présenter, en tout cas dès maintenant, dès la rentrée littéraire et pour plus tard. Ouais. Vous avez dû prendre la température, évidemment, avant. Justement, quel va être votre rapport? J'imagine que la littérature française va prendre un nouvel essor avec vous. Euh, et j'imagine que vous allez redynamiser aussi un peu l'aspect classique Tout à de fait. Bourgois des années précédentes. J'ai vu d'ailleurs Exactement. les films d'animation pour la promotion en mode jeu vidéo. C'est Oui. ça, si je ne me trompe pas. Donc Ça, ça, c'est c'est, plutôt alors, surprenant pour Christian oui, Bourgois. tout à fait. En fait, alors je sais pas si tout le monde les a vus, mais alors pour le coup, c'est quelque chose qui est un peu de l'ordre de la blague. C'est-à-dire que alors j'ai une formidable attachée de presse qui s'appelle Noémie Sauvage, qui travaillait auparavant aux éditions du Rouergue et qui a travaillé aussi chez Verdier, donc une autre maison assez conséquente en termes d'image, etc. Qui travaillait aussi au Seuil. Et qui, pendant le confinement, elle aime beaucoup apprendre beaucoup de choses, des choses différentes, que ce soit dans des domaines très, très divers. Et pendant le confinement, il se trouve qu'elle a appris à coder, donc à pouvoir faire des petits jeux vidéo très, très sommaires, un petit peu comme ce à quoi on jouait dans les années 90-80. Et en fait, plus ça allait et plus elle a appris à coder, et plus elle a eu envie de faire des jeux. Elle s'est dit, pourquoi je n'adapterais pas nos 2 jeux de la rentrée en jeux vidéo? C'était un peu une blague, mais il se trouve qu'en l'occurrence, on l'a fait, et qu'après, il y a eu des articles dans le livre hebdo, etc. Mais ce n'était pas quelque chose de réfléchi et de pensé de manière stratégique, quoi. Alors, pour revenir sur les impulsions et le rapport
l'héritage de Bourgois. Et c'est pour ça que l'anecdote sur les jeux vidéo est un peu importante. C'est que Bourgois, c'est une maison qui aura 55 ans l'an prochain, qui a été fondée en 1966, qui a publié énormément d'auteurs qui sont devenus des classiques, que ce soit Toni Morrison, William Burroughs, Allen Ginsberg, Enrique Villa-Matas, Roberto Bolaño, des noms vraiment assez écrasants, même on pourrait dire quand on est un jeune éditeur et qu'on arrive, c'est un surmoi très fort. Et donc, il y avait cette de ma part de faire vivre un héritage. Comment on fait vivre un héritage, comment on exploite un fonds éditorial, tout en apportant évidemment sa touche et aussi en publiant des jeunes auteurs et pas seulement les auteurs qu'on a publiés auparavant. Donc pour ça, on s'est posé la question de comment on allait faire. Il y a eu plusieurs réponses qui sont allées dans des directions très, très diverses. Tout d'abord, il y a cette collection de livres de poche qu'on a toujours eu, enfin qu'on a eu dans la maison à partir des années 2007, je crois, quelque chose comme ça, qui s'appelle la collection Titres. Peut-être que je vais vous la montrer parce que j'ai pris des exemplaires. Mythique collection voilà. Titres. Mais malheureusement, vous allez nous annoncer une mauvaise nouvelle ce soir. C'est quoi la mauvaise nouvelle? L'arrêt de la collection Titres? Pas du tout. La nouvelle collection? Ça, non? Non, c'est des nouvelles couvertures. Ça, c'est les anciennes, vous voyez. Et en fait, on a décidé de changer cette présentation qui parfois pouvait être un peu impressionnante, un peu austère pour certains lecteurs, et de mettre de l'illustré. Donc en fait, on a remplacé ça. Je vais vous montrer avec Georges Perec. Ça, c'est l'ancienne. Voilà. Donc, bon, c'est un peu à l'envers, mais je ne sais pas si c'est à l'envers chez vous ou pas. Non, c'est à l'endroit. C'est parfait. Voilà. Et ça, c'est la nouvelle. Voilà. Donc, on a pris on a fait ce parti pris-là, pardon. Alors, pour des raisons qui sont à la fois des raisons habituelles, c'est-à-dire qu'un design, une charte graphique de collection, ça vieillit, de toute façon, c'est normal, et que parfois, il faut les refaire de manière régulière, comme par exemple les éditions Point l'ont fait avec leur collection à eux. Et aussi parce qu'on voulait que ce soit des illustrations pour accentuer le côté romanesque parfois de certains livres, le côté romanesque n'étant pas présent dans les anciennes incarnations de la collection. Donc ça, c'est une façon de faire vivre le fond, de faire redécouvrir aussi des textes. Et deuxième chose, on s'est posé la question de certains livres qui n'étaient pas en format poche, est-ce qu'on les fait entrer dans la collection ou pas, et pour quelles raisons ou pas. Et on a une autre idée qui est en fait qui part de la constatation de quelque chose qui se fait par exemple aux États-Unis ou en Espagne, c'est-à-dire que certains éditeurs aux États-Unis n'hésitent pas à republier dans des formats ou des couvertures nouvelles des textes emblématiques de leur fonds en grand format, pas en poche. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se fait pas en France du tout. Et on a eu l'idée de créer une nouvelle collection qui commencera en novembre de cette année, qui s'appelle la collection 1966, comme l'année de fondation de la maison, et dans laquelle on va republier des grands classiques de Christian Bourgois, éditeur, avec à chaque fois un contenu en plus. C'est-à-dire que les 3 premiers titres, ce sera 2 livres de Boris Vian, J'irai cracher sur vos tombes et Les Sansonnets. Pour Les Sansonnets, il y aura une trentaine d'illustrations qui étaient sur le manuscrit de Boris Vian et que personne n'a jamais vu. Et on va les mettre dans le livre. Et pour J'irai cracher sur vos tombes, ce sera 2 livres en un parce qu'il y aura à la fois le roman et à la fois toute l'histoire de l'affaire et du scandale qui a eu lieu lors de la publication du livre. C'est un livre qui a eu une histoire absolument extraordinaire. Boris Vian a été attaqué de toutes parts. Il y a même quelqu'un qui a commis un meurtre inspiré du livre. Il y a eu des procès, il y a eu plein de choses comme ça. Et il y a il y a le livre et l'histoire du livre, si vous voulez, dans le volume qu'on fera apparaître. Et c'est vraiment enthousiasmant parce que c'est aussi de se poser la question comment on fait lire des textes emblématiques à une nouvelle génération de lecteurs et comment on redonne l'envie de découvrir ces livres-là. Et le troisième livre, qu'on publiera dans cette collection, c'est Le Chant de Salomon de Toni Morrison. Donc, pour le coup, l'autrice peut-être la plus emblématique du catalogue, qui sera préfacée par Christiane Taubira. Donc, c'est plutôt chouette comme projet. Voilà. Ça, c'est comment faire vivre. Justement, sur ce projet, Clément, il n'y aura pas de nouvelles traductions. Hein. On est d'accord, hein. Ce seront vraiment des republications. Alors, il y aura des nouvelles traductions. Il y aura des nouvelles traductions en fonction de...
si les textes le nécessitent ou pas. C'est-à-dire que, exemple type, le chant de Salomon était très bien traduit à l'origine et la traduction n'a pas vieilli. On dit toujours qu'une traduction doit être refaite tous les 50 ans. Donc, pour l'instant, le chant de Salomon a été publié dans mon souvenir en 93 peut-être, donc on est encore bon. Néanmoins, il y a d'autres textes qui reparaîtront dans cette collection et qu'on fera retraduire parce que soit les traductions ont un peu vieilli, soit elles étaient un peu fautives et un peu erronées parfois avant. Et je pense que c'est une bonne chose de les faire retraduire en l'occurrence. Notamment, je peux vous donner 2 noms. Il y aura le Howl de Ginsberg, qui est ce grand poème emblématique de la Beat Generation, qu'on va faire retraduire avec un beau dossier en plus avec. Et il y aura un livre de Richard Brotigan qui s'appelle Tokyo Montana Express, que j'aime beaucoup et qu'on va faire retraduire. Et en l'occurrence, pour la petite histoire, la retraduction de Tokyo Montana Express, c'est une retraduction qu'avait lancée à l'époque Christian Bourgois avant sa mort et projet qui n'a jamais eu lieu parce que ça a été interrompu au moment où il est décédé. Donc, voilà, on reprend un petit peu ces chantiers-là qui étaient ouverts et qui n'avaient jamais abouti. Voilà. Antoine? Bonsoir à tous, bonsoir Clément. Ravi de pouvoir vous parler. Alors, dans votre catalogue, j'ai 3 obsessions. Alors, j'ai 3 questions. Ouais. La première, j'ai vu avec grand plaisir, enfin avec un plaisir un peu ambigu, mais ouais, apparaître sur les tables des libraires la version titre des saisons de Maurice Ponce. Alors, c'est doux amer, c'est à la fois formidable qu'un texte pareil soit connu. Je vous en supplie, lisez-le. Mais en fait, ne le lisez pas tant que ça, parce que c'est un truc d'initié, c'est un truc de snob, un peu comme moi. Et donc, on est assez content de ne pas être si nombreux que ça à l'avoir lu. J'aurais voulu savoir s'il y avait eu un vrai engouement autour de ce texte. Si vous aviez transformé l'essai à sa sortie en titre, ça m'intéresse beaucoup. Alors, il y a 2 questions, enfin, il y a 2 réponses à votre question. D'une part, l'aspect snob, truc d'initié, etc., etc. En réalité, c'est une vraie question que je me suis posée. Parce que moi, c'est un livre que j'avais découvert quand j'avais, je ne sais pas, 20 ans ou quelque chose comme ça. C'était un libraire qui m'avait dit « il faut absolument que tu lises ça, ça va te plaire, etc. » Mais il y avait ce côté, ce plaisir de… on forme une confrérie un petit peu obscure parmi les lecteurs. Et c'est vrai que certains livres, ça joue vraiment à plein pour ça. Et au moment où je me suis dit « bon, il y a ce livre que j'adore et est-ce qu'on le fait en poche ou pas ?» Je me suis dit « qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est le plaisir de la confrérie ou… » le plaisir de savoir que les lecteurs vont pouvoir connaître un grand livre de la littérature française. Et finalement, je me suis dit, bon, allez, on le fait en poche. Et c'est vrai que, pour le coup, les libraires, c'était quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps parce qu'ils adorent conseiller ce livre et que c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Donc, le jour où on a annoncé la future parution des saisons en poche, ils étaient tous absolument ravis. Et donc, du coup, ça débouche sur la deuxième partie de votre question. Pour ce qui est du succès du livre, en fait, on est assez content. Donc, le livre est sorti le 11 juin, dans mon souvenir, donc pas très longtemps après la fin du confinement. Et je peux même vous dire les chiffres de vente à l'heure actuelle. On est à plus de 3000 exemplaires vendus, ce qui, pour un poche dans notre collection, est très bien. Et en fait, surtout, je n'ai aucun doute sur le fait que c'est un livre qui sera ce qu'on appelle un long seller, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va rester sur les tables des libraires, on le sait, parce qu'ils aiment justement le conseiller et que ça ne va pas du tout baisser. Et ce sera sur du long terme. Donc, pour le coup, on est très content. Et surtout, ce qui était le plus gratifiant, c'était vraiment d'avoir des messages de lecteurs ou même de libraires qui ne connaissaient pas le livre, qui l'ont découvert et qui nous ont dit « oh là là, mais c'est absolument formidable, ce livre tellement bizarre, tellement déprimant, tellement glauque et tellement drôle et tellement beau en même temps. » Et c'est vrai que c'est un livre formidable. Si vous avez l'occasion de le lire, jetez-vous dessus, c'est absolument fabuleux. Et c'était un des livres que Christian Bourgois avait publié et qu'il préférait le plus. Voilà. Donc et c'est pas étonnant parce que c'est un très grand livre. Voilà. Écoutez, ravi de savoir que ça a eu du succès, même si mon snobisme souffrira un peu. Alors, deuxième question. Vous avez à votre catalogue un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui n'a pas écrit depuis 15 ans et c'est un drame. C'est Robert McLean Wilson.
qui a écrit le livre que je recommande le plus, et ça je peux le dire, Eureka Street. Voilà, vous êtes quelques-uns que j'ai déjà gavé avec ce bouquin, donc vous savez très bien de quoi je veux parler. Et alors, malheureusement, je constate, on le lit dans Charlie Hebdo, ce monsieur, mais on ne le lit plus romancier. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles? Alors, si vous voulez, même avant que je commence à travailler chez Bourgois, il y avait c'est un peu une légende dans l'édition à Paris, on sait tous que Maclaren Wilson écrit un livre, mais c'est un livre qui, chaque année, il dit qu'il l'aura rendu l'an prochain, etc., etc. Et chaque année, ça n'arrive pas. Et donc, c'est devenu un petit peu une légende urbaine. Est-ce qu'un jour, il va arriver, ce nouveau livre? Un peu dans un autre domaine, Cormac McCarthy, c'est pareil. Après, on attend toujours son nouveau roman. Alors, aux dernières nouvelles, il écrivait. Et il avait presque avancé, hein, de ce que moi, j'en ai entendu. Néanmoins, il est plus chez Bourgois depuis quelques années. Ah oui, c'est les éditions Actes Sud qui ont repris les droits de ses livres. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, en poche, il est chez la collection Babel d'Actes Sud. Et ça fait quelques années déjà. Voilà. Donc, s'il était en train de terminer un roman, malheureusement, je ne serais pas au courant. Et donc, je pense qu'il va falloir demander ou faire une interview avec quelqu'un d'Actes Sud pour qu'il puisse vous répondre. J'étais pas au courant du mercato, j'en suis tout à fait confus pour vous. C'était pas à mon époque, hein, donc moi je le regrette parce que c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé rencontrer et publier, continuer de publier, mais en l'occurrence, oui, je pense que ça fait au moins 5 ans ou quelque chose comme ça. Voilà. Autant pour moi. Alors, dernière question. Alors, un autre auteur qui est peut-être encore chez vous, c'est un journaliste américain qui a écrit en 2006 un livre qui s'appelle Chaud brûlant. C'est un journaliste new-yorkais qui a infiltré la cuisine d'un grand restaurant new-yorkais en repartant commis de cuisine et qui a raconté ce qu'était la grande restauration de l'intérieur, Bill Bufford. Et il est allé s'installer 5 ans en France et apparemment, il a réécrit un bouquin sur la cuisine française qui est assez marrant et assez polémique. J'aimerais savoir si vous le ferez, parce que voilà. Alors, vous allez être absolument déçu à chaque fois de toutes les réponses que je vais vous faire, je crois. Je suis désolé. Donc oui, en effet, Bill Buford a écrit cette suite qui s'appelle Dirt en anglais, que j'ai lu, qui est un livre très, très marrant, très drôle, etc., où il raconte, c'est assez long, hein, il raconte, donc, comme vous dites, son installation à Lyon pour être dans des écoles de cuisine lyonnaises pour apprendre le secret de la cuisine française, etc. Et ça donne des scènes absolument cocasses sur la différence entre les Américains et les Français, sur la différence de rapport à la nourriture, sur la différence de comportement dans les cuisines, etc. Où nous, on est beaucoup plus violents. En tout cas, les cuisiniers français sont plus sanguins, on va dire. Et il a en plus cette volonté de prouver, c'est ça qui est un peu polémique pour les Français, cette volonté de prouver qu'en fait, la cuisine française n'est pas si originale que ça et qu'on a tout volé aux Italiens, en fait, en vrai. Ce qui est pas, je pense vrai, je ne suis pas tout gastronome, donc je n'en sais rien, ou en tout cas pour partie. Donc j'ai lu le livre qui vient de sortir aux États-Unis ou qui va sortir parce qu'il a été repoussé à cause du Covid. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à avoir les droits. Et il sera publié, alors je pense, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je ne suis pas sûr de mes informations, mais je pense l'an prochain aux éditions de l'Olivier. Voilà, c'est mon ancien patron qui a acheté le livre. Donc vous pourrez le lire là-bas, mais c'est un livre vraiment très très drôle et je vous conseille aussi de lire Chaud brûlant qui est extrêmement c'est passionnant. Ouais, formidable. Voilà. Beaucoup de transferts entre l'Olivier et Bourgois hein, en ce moment, depuis quelques années. Il y a eu Bolagno qui voilà, maintenant je parle Olivier, longue histoire. Et puis il y a aussi certains auteurs que j'ai publiés à l'Olivier qui nous rejoignent maintenant chez Bourgois. Donc ça fait pas mal de petits trajets, on va dire. Voilà. On adore les deux maisons et on a reçu Nathalie Svero ce dimanche, je crois. Donc le lien est parfait entre vos deux maisons à quelques jours près. Exactement. Voilà. Isabelle, c'est à toi. Alors, bonsoir Clément, merci pour cette rencontre et bonsoir à tous. Alors, du coup, ça va être la soirée des 3 questions, parce que moi j'en ai 3 aussi, du coup. La première, alors désolée, ça date un peu parce que vous en avez parlé tout à l'heure, mais par rapport à ce qu'on disait, et c'est vrai qu'un directeur éditorial, c'est lui qui fait la ligne éditoriale par rapport à ce qu'il aime lire et du coup par rapport à ce qu'il publie.
qu'est-ce que vous diriez, vous, du coup, de vos goûts et du coup de ce qui fait votre ligne éditoriale? Donc, c'est ma première question. On va y aller. Je commence à répondre comme ça et après vous enchaînez, d'accord. Alors, c'est objectivement la question à laquelle je ne sais jamais répondre. Parce que, en fait, je trouve, j'ai du mal moi-même à savoir quels sont mes goûts parce que, en fait, d'une part, je n'aime pas être figé dans ce que j'aime et en même temps, je trouve qu'il est toujours très difficile d'avoir un regard sur soi sur ces questions-là. Néanmoins, je pense que je peux quand même malgré tout définir un peu des choses qui m'intéressent. Alors, je ne sais pas si ce sont mes goûts, mais en tout cas qui m'intéressent. Notamment, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la littérature hispanique. C'est mon tropisme naturel, c'est les études que j'ai faites, et la langue qui m'attire le plus en littérature étrangère, on va dire. Mais j'aime aussi beaucoup la littérature d'Europe centrale et j'aime aussi beaucoup la poésie. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Mais ce que je pourrais dire, en fait, souvent je réponds ça, c'est que moi, j'aime bien des livres qui ne perdent pas de vue le narratif, qui racontent une histoire, mais qui trouvent à chaque fois une forme originale pour raconter cette histoire. Que ce ne soit pas forcément des formes très classiques, qui ne soient pas non plus des répétitions de schémas narratifs dont on a l'habitude, mais qui soient plutôt dans l'innovation, parfois même dans l'expérimentation, des choses comme ça. Donc, c'est des mots qui peuvent faire parfois un peu peur, expérimental, mais en réalité, ça peut être extrêmement ludique. Donc, c'est un peu ça, moi. Ce que j'aime, c'est trouver des textes où en tant que lecteur, je ne m'ennuie pas et où je me dis c'est une idée vachement, c'est une façon extrêmement intéressante et nouvelle de raconter une histoire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Ouais, non, si. Non, parce que je suis bien consciente que c'est super difficile de définir soi-même ce qui, du coup, nous plaît au point de créer une ligne éditoriale. Non, c'est très bien. Donc, ma deuxième question, c'était par rapport au Sansonnet de Boris Vian. Puisque les dessins n'ont jamais été publiés, hein, comment vous avez eu connaissance qu'ils existaient? Est-ce que c'était connu, mais on ne les publiait pas? Et du coup, où est-ce que vous les avez récupérés? Alors, j'ai eu un rendez-vous avec Nicole Berthold, qui est la présidente de la Cohérie Borisian, donc l'association qui s'occupe de gérer le patrimoine et tout ce qui est de l'ordre de l'œuvre de Borisian, qui m'a parlé en fait de ce manuscrit. En fait, pour tout vous dire, c'est le manuscrit des Sansonnets qui est conservé à la BNF. Et donc, les illustrations en question, c'est sur le manuscrit autographe de Borisian, et c'est des illustrations qui ont été réalisées par Peter Gnia, qui est un pseudonyme. C'était le beau-frère de Borisian qui s'appelait Claude L'Église. Et donc, il avait fait ces illustrations pour le manuscrit, mais jamais ces illustrations n'étaient sorties de ce manuscrit. Le livre avait été publié sans aucun ajout, uniquement le texte. Et elle m'a dit, il y a ce manuscrit-là qui existe. Pourquoi? Parce que du coup, je lui parlais de ce projet de collection et de contenu et que j'aimerais y voir figurer Borisian parce que c'est un auteur important pour la maison. Elle m'a dit, mais ce serait un contenu formidable à montrer pour la première fois au lecteur. Donc, en fait, j'ai réussi il y a eu le confinement, donc c'était un peu compliqué d'aller à la BNF. Mais je suis allé il y a 3 semaines voir les illustrations sur le manuscrit et c'est absolument fabuleux parce que c'est des illustrations en couleur en plus, donc elles sont grandes. C'est pas des petites choses, c'est vraiment à chaque fois des pleines pages. Donc c'est assez émouvant en fait déjà de voir un manuscrit, c'est toujours émouvant, mais quand on sait en plus qu'on va pouvoir faire accéder des lecteurs à ce genre de choses qu'on n'avait jamais vues, c'est encore plus gratifiant. Je pense qu'il n'y avait que des chercheurs spécialisés sur Boris Vian qui pouvaient le consulter en réalité. Ouais, c'est génial. Ouais. Et donc, ma dernière question, c'est peut-être un peu touchy, vous me direz, vous ne pourrez peut-être pas répondre non plus, mais du coup, on voit qu'il y a beaucoup de transferts, notamment avec l'Olivier, dont vous venez. Mais donc, Nathalie Sbero, elle est partie aussi, puis elle est revenue à l'Olivier. Est-ce que le fait de récupérer à un moment des auteurs, c'est un peu aussi lié du coup au directeur éditorial? Est-ce qu'il y a des affinités qui font qu'à un moment donné, les gens vous suivent ou est-ce que vous les contactez pour qu'ils vous rejoignent? Voilà. Bien sûr. Alors, c'est toujours une question qui est… En fait, il n'y a pas de règle. Ça dépend beaucoup de… Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. En l'occurrence,
la question que je me suis… Enfin, moi, par exemple, si je prends l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure de certains auteurs que j'ai publiés à l'Olivier et qui vont venir chez Bourgois, pourquoi ça s'est fait? C'est parce que ce sont des auteurs, d'une part, qui me tenaient particulièrement à cœur parce que c'était souvent moi qui avais fait en sorte qu'ils paraissent à l'Olivier. Donc, il y avait déjà une relation d'engagement de moi envers eux qui était forte. Et aussi parce que avec certains auteurs, ça arrive, on noue des relations qui ne sont pas uniquement professionnelles, mais d'amitié plus fortes. Et que dans ces cas-là, quand la personne qui est votre éditeur et qui vous a accompagné, qui vous a choisi au début, s'en va, on peut être tenté, quand on est auteur, de le suivre parce qu'on sait qu'on va être accompagné et qu'on aime travailler avec cette personne. Ce qui me paraît d'ailleurs plutôt sain. Alors après, parfois, ce genre de transfert n'arrive pas pour diverses raisons, soit parce qu'il y a une question d'agent qui entre en compte aussi, parce que souvent c'est des auteurs américains ou étrangers et qu'on n'est pas l'interlocuteur direct de l'auteur, il y a l'agent qui aussi fait beaucoup, parce qu'il y a aussi des contrats qui ont été signés pour des livres, enfin des choses extrêmement concrètes et triviales, on va dire. Et parfois aussi, moi ça m'est arrivé de me poser la question pour certains auteurs et de leur dire que je préférais qu'ils restent là où ils étaient publiés parce que je pense que la maison est plus adaptée pour eux. Là, c'est une question de catalogue parce qu'il y a des auteurs que j'ai pu publier à l'Olivier dont la présence dans le catalogue de l'Olivier est logique et s'ils étaient chez Bourgois, seraient un petit peu à côté. Noyer, ouais. Voilà, c'est une ligne éditoriale et de catalogue aussi, en fait, en l'occurrence. Vous ne pouvez pas récupérer tout le monde non plus. Et aussi, et puis en plus, il y a un nombre de titres à respecter, j'imagine. Exactement, puis je ne vais pas non plus partir comme un voleur en emportant tout, ce serait un petit peu mal poli. Mais en l'occurrence, pour les deux autrices que j'ai publiées à l'Olivier, en fait, en 2021, je publierai deux autrices qui étaient précédemment à l'Olivier et que j'avais amenées là-bas. Voilà. Donc c'est juste deux. Il se trouve que c'était vraiment les plus fortes pour moi. Voilà. Merci. Martine? Bonjour à tous, bonsoir Clément. Moi, je voulais vous parler de la rentrée littéraire. Donc, j'ai vu que vous publiez 3 titres de la rentrée. Je voulais savoir, est-ce qu'au départ, il y avait d'autres titres de prévus que vous avez été obligé de décaler à cause de la crise? Et j'ai une deuxième question pour faire comme mes petits camarades. Je voulais savoir si ces 3 titres de la rentrée correspondaient à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous cherchez des livres plutôt clivants et des livres innovants sur la forme. Est-ce que les 3 livres que vous publiez et que vous nous offrez à la rentrée correspondent à ça? Merci. Et on notera la beauté et la poésie des titres de la rentrée littéraire. Les 3 titres sont magnifiques. Magnifiques. Pour le coup, j'y suis pour rien, c'est les auteurs qui les ont trouvés eux-mêmes. Alors, la première partie de la question, c'était sur est-ce que c'était le nombre qu'on avait choisi à l'origine? Alors non, en fait, à l'origine, on avait prévu de publier 5 livres. Dans les 5 livres, il y avait 3 étrangers et 2 français. Alors, évidemment, il y a eu le Covid qui s'est invité là-dedans et que, alors vous savez, c'est encore plus compliqué quand c'est de la littérature étrangère parce que les programmations en littérature étrangère se font à peu près 1 an et demi, voire 2 ans à l'avance parce qu'il faut le temps de la traduction. C'est des choses qu'on construit très, très en amont. Et donc, le fait qu'il y ait eu le Covid, pour nous, ça a fait en sorte que il y a 8 livres, je crois, qui ne sont pas sortis pendant la période 8 ou 9. Donc, c'est-à-dire qu'on devait décaler certains livres à octobre, puis donc, du coup, les livres d'octobre se décalaient à 2021, puis 2021, etc., en cascade, comme ça, comme des dominos. Et, donc, et puis, il y avait aussi cette volonté pour la rentrée de ne pas vouloir se rattraper à tout prix et publier le plus possible et noyer les libraires, etc., qui ont déjà beaucoup à faire avec la reprise. Donc, on s'est dit qu'on allait être raisonnable et justement être dans la restriction pour pouvoir déjà nous défendre au mieux les textes et aussi pour que les libraires n'aient pas cette sensation d'étouffement après la reprise. Donc les 2 textes qu'on a enlevés du programme, il y en a un qui paraîtra en mars 2021 et un autre qui paraîtra en août 2021. Il passe d'une rentrée littéraire à l'autre, en partie parce que l'autrice qui l'a
qui l'a écrit est invitée à un festival et que du coup, elle sera là l'an prochain et que ce serait idiot de ne pas profiter du moment où elle est là pour la sortie du livre, justement. Ensuite, la deuxième question, c'était sur le clivant ou sur l'innovation. Alors, c'est des textes qui sont très différents, les 3 textes qu'on publie pendant cette rentrée. Il y a un premier roman français qui est, c'est pas tant la question du clivant ou l'innovation, mais ce que j'ai aimé dans ce livre, c'était vraiment, pour un premier roman, le travail d'écriture, vraiment. C'est-à-dire que c'est un livre extrêmement court. Je vais vous le montrer, il est là. C'est un livre extrêmement court qui s'appelle « Un jour ce sera vide » de Hugo Lindenberg. C'est 170 pages à peu près. C'est une histoire très, très simple. C'est un été en Normandie, un petit garçon qui passe les vacances là-bas, qui rencontre un autre garçon et avec qui il devient ami. Et pendant cette amitié, il découvre des sentiments qu'il ne connaissait pas, à savoir la honte sociale, la honte familiale, la différence, l'attraction, la répulsion, etc., etc. Et ce qui m'a vraiment beaucoup frappé dans ce manuscrit, c'est la façon dont j'avais l'impression de lire vraiment un manuscrit, et c'est rare, où toutes les phrases avaient été réfléchies, pensées, poncées, vraiment, comme on dit, ciselées au sens propre. Hein. Et c'est ce travail du style qui m'a plu. Alors, ça va dans ce que je disais, dans le travail de la forme, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup saisi. Et alors, le deuxième livre français qu'on a publié là, le 20 août, c'est celui qui s'appelle « De parcourir le monde et d'y rôder », avec cette très belle couverture que j'aime beaucoup. Et là, c'est un livre qui est peut-être plus clivant, en l'occurrence, mais que j'aime énormément, qui est un livre dans un univers très différent, qui est un livre loufoque, complètement déjanté, où il y a un humour très absurde, des longues phrases un peu sinueuses, comme ça, qui retombent toujours sur leurs pattes, avec une blague à la fin. Et ça raconte l'histoire d'un homme qui trouve une chose dans la rue. Et en fait, il est fasciné par cette chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, il ne sait pas ce que c'est. C'est un truc un peu bizarre, il le trouve dans la rue. Et il va devenir un peu fasciné par ça et il va partir dans une quête un peu partout dans le monde pour essayer de trouver et donner un sens à cette chose qu'il a trouvée. Et c'est extrêmement drôle. On a l'impression pendant très longtemps que c'est une farce et arrivé à la fin du livre, on comprend qu'il y avait des choses un peu plus profondes derrière et un peu plus sombres, on va dire. Je ne vais pas en dire trop. Et là, c'est vraiment le côté expérimentation de forme parce qu'il y a beaucoup de jeux dans le livre. On a mis des illustrations, comme dans les livres d'enfants. Il y a des notes de bas de page qui sont toujours un petit peu bizarres, qui viennent contredire ce qui a été dit, qui deviennent de plus en plus grandes, comme ça, etc. Donc, il y a vraiment ce côté expérimentation, jeu avec la forme. Et le troisième roman, qui est un roman américain, le livre de Laila Lalami, qui est là aussi, qui sort, lui, il sort demain en librairie, qui est pour le coup un peu plus classique, mais c'est l'histoire c'est raconté par un chœur de personnages. Chaque chapitre, c'est un personnage qui parle et qui essaye de faire la vérité sur un événement qui est au début du livre, c'est la mort d'un homme. Un homme sort du diner dont il est propriétaire, il est percuté par une voiture, il meurt sur le coup, la voiture s'en va. Et toute la question qui court le long du livre, c'est est-ce que c'est juste un banal accident de la route ou est-ce que c'est pas un crime raciste parce que l'homme est d'origine marocaine. Et alors la forme est classique, mais en réalité c'est le fond qui pour le coup de ce qui est dit n'est pas classique, notamment parce que Laila Lalami, c'est elle, pardon, elle aussi, elle est née à Rabat, elle a grandi au Maroc, elle vit aux États-Unis depuis 30 ans peut-être. Donc elle a ce double regard sur ce pays qui est son pays d'adoption et son pays de vie. Et elle décrit comme ça toutes les tensions raciales, sociales, ethniques, etc., qu'il y a aux États-Unis en ce moment. Et donc c'est plutôt ce qui est dit qui est un peu différent et nouveau plutôt que la façon dont c'est dit. Il y a quand même cet aspect qui est ce regard un petit peu de biais par rapport à la production américaine qu'on a l'habitude de lire en réalité. Tout simplement parce qu'elle vient d'un background, comme on dit, différent. Et donc, c'est pas un auteur homme blanc de 50 ans, etc. etc. Voilà. Et je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, c'est super, Clément, merci. Merci. Sandra ? Oui, bonsoir Clément. Et bonsoir à tout le monde. Dans votre catalogue, vous proposez un nombre assez extraordinaire de textes de Tolkien.
a priori, d'après ce que j'ai compris, hein, constitué par Christian Bourgois lui-même. Est-ce que, alors vous n'êtes pas Christian Bourgois, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question. Mais comment est-ce que cette collection finalement s'est constituée? Comment est-ce qu'il a procédé lui de son côté? Et puis question qui prolonge un peu la première. Est-ce qu'il y a encore des textes à publier que pourrait éditer aussi Christian Bourgois, enfin les éditions de Christian Bourgois aujourd'hui? Alors, je vais raconter une anecdote dont je ne sais pas si elle est vraie, donc peut-être que je dis n'importe quoi. Je vais vous faire un petit peu l'histoire de l'arrivée de Tolkien chez Bourgois. En fait, la maison Bourgois a comment dire, une histoire un peu particulière sur la façon dont elle s'est constituée et dont le catalogue s'est constitué. Parce qu'en fait, il y a eu pendant très longtemps chez Christian Bourgois, quand Christian Bourgois était vivant, beaucoup de collections dans la maison. Il y avait des collections de philo, de musicologie, il y avait des collections de théâtre, de poésie, etc., etc. Il y avait aussi, surtout, au tout début, dans les années 60-70, deux collections qui étaient une collection de littérature fantastique et une collection de littérature d'épouvante. Ce qui peut paraître un petit peu étonnant par rapport à l'image qu'a maintenant Bourgois de maison très littéraire, très générale, enfin, littérature blanche, comme on dit. Et donc, il y avait ces collections-là. Et il se trouve que donc, il y avait un monsieur qui s'occupait de ces collections et qui a publié beaucoup de très grands noms de l'épouvante et du fantastique, notamment Arthur Machen, qui est un grand auteur fantastique américain, et Lovecraft aussi. Donc, c'est quand même des choses, des auteurs qu'on n'imaginait pas ou qu'on n'imaginerait pas chez Bourgois quand on y pense. Alors, l'anecdote que je vais raconter, qui est peut-être pas vraie, mais je crois qu'on me l'a déjà raconté 2 fois, donc je me dis il doit y avoir un fond de vérité, c'est qu'en fait, donc, Christian Bourgois était quelqu'un qui faisait beaucoup confiance aux gens, et donc, quand des gens lui proposaient ou lui suggéraient de publier des choses, il avait tendance à y aller assez facilement. En fait, il avait vraiment confiance au goût des gens dont il s'entourait. Et un jour, le responsable de la collection de littérature fantastique lui a fait une liste de noms d'auteurs intéressants qu'il faudrait acheter. Voilà. Et donc, Christian Bourgois a commencé à regarder le premier nom. Il a appelé l'agent en question. L'agent lui a dit bah non, les droits sont déjà achetés. Il a dit bon, d'accord, très bien. Et il a regardé le deuxième nom. Et le deuxième nom, c'était Tolkien. Et il a acheté Tolkien comme ça. C'est l'anecdote. Je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, c'était un vrai coup de chance absolu. Et après, du coup, ça a été donc, il a acheté Le Seigneur des Anneaux. C'était les premiers livres qu'il a achetés. Et au fur et à mesure du temps, il a constitué la collection comme ça, en fonction de ce qui se faisait en Angleterre et des textes qu'on découvrait de Tolkien, parce que vous savez, il y a eu vraiment très peu de textes de Tolkien qui ont été publiés de son vivant, et beaucoup de l'œuvre de Tolkien a été faite après sa mort, à partir des choses qu'on a retrouvées de lui, sous la houlette de Christopher Tolkien, son fils, qui a beaucoup fait pour l'œuvre de Tolkien. Et donc, c'est comme ça que c'est constitué et qu'est arrivé les livres de Tolkien chez Bourgois. Et c'est un compagnonnage qui ne s'est jamais interrompu, en l'occurrence. Et l'autre question que vous aviez, c'était sur les choses à venir, s'il y avait d'autres textes à publier, etc., etc. Il se trouve que moi, j'ai lancé un projet quand je suis arrivé à la maison. C'était... il y a ce livre qui est le livre centre de Tolkien, qui est le Silmarillion. C'est vraiment le cœur névralgique de son œuvre. Et ça faisait... Alors, on est très en lien avec tous les groupes de Tolkieniens, les spécialistes, les fans. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant à vivre. Et donc, il y a une chose que les fans et les spécialistes voulaient depuis 30 ans, ou quelque chose comme ça, c'est une nouvelle traduction du Silmarillion. Donc, on l'a lancé. Donc, le traducteur est en train de la traduire. C'est le même traducteur qui avait retraduit Le Seigneur des Anneaux et Bilbo, enfin le Hobbit. Et donc là, il y aura une nouvelle traduction du Silmarillion l'an prochain, sûrement au printemps, en avril ou en mai. Déjà, il y a ça, donc qui n'est pas un nouveau texte, mais qui est une nouvelle incarnation du texte. Et ensuite, il y a aussi quelques volumes de l'histoire de la Terre du Milieu qui ne sont pas encore traduits en français. Je crois que dans mon souvenir, il y en a 5 qui ont déjà paru. Il y en a encore 3 ou 4, quelque chose comme ça.
Et donc, on va se lancer sûrement dans les années à venir dans cela aussi, parce qu'il y a des textes extrêmement intéressants pour mieux comprendre et mieux appréhender le Seigneur des Anneaux, notamment là-dedans. Voilà. Et après, il y a toute une partie aussi qui est de l'ordre alors, à partir de ce que nous disent les fans et les spécialistes, il y a aussi beaucoup d'éditions qui n'existent plus, notamment des éditions illustrées, des éditions sous la forme de beaux livres, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on est en train de réfléchir à pourquoi ne pas faire certains livres de Tolkien en beaux livres, vraiment soignés, avec des illustrations d'Alan Lee, qui est son illustrateur officiel. Voilà. C'est les projets un peu en cours, mais pour l'instant, je ne peux pas trop en dire non plus. Voilà. Léna? Bonsoir à tous. Alors, ça tombe bien que tu me passes la parole maintenant parce que j'ai exactement la même question que Sandra. Non, pas concernant Tolkien, mais mon obsession à moi, Pessoa. Je voulais savoir, parce qu'on sait que cette édition du livre de l'intranquillité a été rééditée, augmentée à maintes reprises. Donc, je voulais savoir si éventuellement il y aurait une nouvelle édition du livre de l'intranquillité. Et si, dans les cartons, il y avait d'autres petites pépites de Pessoa qui dormaient. Alors, le livre d'intranquillité, c'est un livre un peu à part, parce que, comme vous savez, il a été constitué à partir de textes épars qui ont été recomposés. Et à ma connaissance, la version la plus aboutie, qu'il n'y aura pas d'autres textes en plus, c'est celle qui avait été publiée sous le titre « Livre de l'inquiétude », du coup, par Bourgois, il y a quelques années, qui était le résultat d'un travail d'une spécialiste de Pessoa portugaise qui avait à la fois trouvé des textes, qui avait recomposé le texte pour en faire quelque chose de plus logique. Mais vous savez, c'est comme les pensées de Pascal, il y a des milliers d'éditions où les pensées sont dans des ordres différents, etc. À ma connaissance, il n'y aura pas de nouvelles additions au livre de l'intranquillité, qui est un livre qui sera tel quel pour l'éternité, et c'est très bien parce que c'est un très beau livre. Concernant les possibles choses inédites de Pessoa, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre plus que ça. Néanmoins, j'ai parlé avec son éditeur portugais l'an dernier qui m'a évoqué des romans policiers, un peu dans l'imitation, je pense, de Conan Doyle que Pessoa aimait beaucoup. Donc, apparemment, il y aurait quelque chose qu'ils ont retrouvé, mais pour l'instant, je n'en sais pas plus. Et donc, du coup, je ne peux pas vraiment en parler, mais j'aimerais bien. On croise les doigts. Voilà, exactement. Stéphanie? Oui, bonsoir Clément, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, moi déjà, je suis quand même assez épatée par la maison Bourgois parce que c'est quand même des auteurs mythiques et des grandes pointures, donc des prix Nobel aussi, voilà, Toni Morrison, Peter Handke, enfin, quand même des gens extrêmement doués. Et votre marque de fabrique un peu, c'est quand même la littérature étrangère. Et je me demandais, dans la constitution du catalogue au fur et à mesure des années, comment on fait pour essayer de montrer, de publier une littérature cosmopolite sans céder à l'appel de l'Amérique, parce qu'il y a énormément de productions américaines. Et donc, comment on fait pour essayer de quand même faire vivre des pays qui sont peut-être moins représentés? Voilà, et est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi à cœur de faire, vous? Montrer peut-être d'autres voies de pays différents, parce que là, par exemple, dans ce que vous avez proposé à la rentrée littéraire, il y a une américaine, il y a des Français pour l'instant, mais est-ce que vous avez comme projet d'ouvrir encore pour avoir vraiment une littérature cosmopolite? Alors, c'est une question qui me fait très plaisir parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Alors, d'une part, parce que c'est mon goût, et d'autre part, parce que c'est aussi la ligne que Christian Bourgois lui-même avait donnée à sa maison. Il y a un très beau discours qu'il a fait quand il a eu le prix du mérite éditorial en Espagne, où il dit que ce qui lui apportait, c'était de défendre l'absolu cosmopolitisme littéraire. Et pour le coup, je pense que c'est déjà un rêve d'éditeur et en plus une nécessité compte tenu du contexte actuel dans l'édition. Alors, je vais m'expliquer. Moi, j'ai passé 6 ans et demi à faire de la littérature américaine anglo-saxonne en majorité. En arrivant chez Bourgois, le but que je me suis fixé, c'est de faire
pas le moins possible d'américain, parce que j'aime ça, mais au maximum, les langues soient un peu équilibrées. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une hégémonie de l'anglo-saxon et qu'après, il y ait une ou deux publications qui soient une autre langue. Je veux que ce soit à peu près égal. Alors, j'ai un défaut qui est mon tropisme hispanique, qui fait que en arrivant, j'ai beaucoup lu de l'espagnol et j'en ai un peu acheté beaucoup, mais parce que j'aime vraiment ça. Mais le but, c'est de garder un ancrage très européen à l'origine, mais pourquoi pas s'ouvrir à d'autres choses. Donc, on va publier notamment, en 2021, on publiera notamment donc, un espagnol, un norvégien, une croate, un portugais, en 2022, un brésilien, en 2021 aussi une japonaise, ce sera la première autrice japonaise au catalogue de Bourgois. Voilà, en fait, ce que je voulais, c'était proposer aux lecteurs d'autres choses que simplement une littérature étrangère dominée par l'anglo-saxon, en partie parce que, alors il y a plein de facteurs, c'est que moi, ce que je lis en littérature américaine ne m'enthousiasme pas toujours au point où j'ai envie de le publier, ça arrive, et que ces derniers temps, j'ai une forme de lassitude en fait aussi par rapport à ce que je lis. Et que je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes ailleurs. Donc, c'est assez simple. Hein. Mais si du jour au lendemain, l'Amérique se mettait à reproduire des choses extrêmement qui, moi, m'enthousiasment, j'en ferai un peu plus. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, alors, je ne sais plus quel était le fond de la question. Je ne sais pas si j'y réponds, du coup. Et comment on fait? C'était ça, la question? C'est un peu... Oui, c'est ça. Mais non, mais vous y répondez parfaitement. Non, je peux même prolonger un petit peu. C'est que... Vous pouvez aussi me dire, mais en fait, est-ce que vous pouvez lire le croate, le japonais, le norvégien? Donc non, je ne lis pas toutes ces langues. Hein. Je lis uniquement, entre guillemets, l'anglais, l'espagnol et le portugais, ce qui est déjà pas mal. Mais en fait, beaucoup des auteurs d'autres nationalités que je publie ou que je vais publier, je les lis par le truchement d'une traduction en anglais, souvent, ou en espagnol quand il n'y a pas de traduction en anglais, ou parfois aussi sur le conseil de gens en qui j'ai toute confiance, qui me disent « ça c'est formidable, il faut le faire, etc. pour telle ou telle raison ». Et alors c'est très très intimidant à faire parce que je n'avais pas l'habitude de faire ça, de publier un livre que je ne peux pas lire, mais parfois il faut savoir le faire. Et pour une autre anecdote, Christian Bourgois, qui donc a fait ce catalogue merveilleux dans plein de langues différentes, ne lisait... 22 langues. Si je ne m'abuse. 22 langues. Et en fait, il lisait aucune langue étrangère, un peu l'allemand, mais il lisait pas l'anglais, il lisait pas l'espagnol, il lisait pas. Il a réussi quand même à faire ce catalogue formidable. Donc voilà. Mais alors, par exemple, là, il y a 2 Français dans la rentrée littéraire. Est-ce que c'est une nouvelle ouverture pour avoir plus d'auteurs français? Est-ce que vous sortez de la littérature étrangère? Je ne sais pas s'il y avait autant de Français avant, parce que 2 sur 3, ça m'a semblé déjà une proportion assez importante. Donc, est-ce que c'est un nouveau virage? Est-ce que c'est ouvert plus à la littérature française? Est-ce que c'est équilibré? Ou est-ce que ça garde sa dimension cosmopolite? D'un côté, pour être équilibré à 3, c'est difficile. Hein. Je dirais pas que c'est un nouveau virage. En fait, il y a toujours eu des auteurs français publiés chez Bourgois, même si majoritairement, c'était surtout des auteurs de non-fiction, de philosophie, notamment Jean-Christophe Bailly, Philippe Lacoue-Labarthe, voilà. Et à une certaine époque, en plus, c'était pas sur toute la durée de vie de la maison. Moins dans la fiction, même s'il y a eu des auteurs français chez Bourgois qui font du roman, Lynn Dallet, Antoine Mouton, des gens comme ça. Alors moi, ce que je veux, c'est pas forcément de déséquilibrer la chose. Je veux que Bourgois reste une maison de littérature étrangère, avant tout. Néanmoins, je voudrais qu'il y ait un peu plus de français, enfin de français de manière un peu plus régulière. C'est-à-dire qu'il y ait peut-être 4 livres français par an ou 3 livres français par an à des moments très précis de l'année, surtout en janvier, au printemps et à la rentrée littéraire. Voilà. Avec dans l'idéal, oui, je dirais 4 livres français par an, parce que c'est pour ne pas changer l'identité de la maison, qui n'a pas besoin d'être changée d'ailleurs, mais en même temps, si on part du principe qu'on est cosmopolite, la France est aussi dans le monde, donc du coup, ça fait partie de... Et pourquoi pas d'ailleurs, quelque chose que je ne m'interdis absolument pas, qui est de publier des auteurs de la francophonie.
Voilà. Parce que moi, j'aime beaucoup notamment la littérature haïtienne, qui est extrêmement intéressante, vivante, et pourquoi pas, si l'occasion se présentait, publier un texte haïtien ou québécois. Voilà. Ryan? Je vous entends pas du tout. Ouais. Alors, je voulais savoir. Oui. Sont distribués à l'international, précisément en Algérie. Elle m'a posé la question en amont. Elle voulait savoir si les titres étaient les titres des éditions Bourgois étaient diffusés à l'international et notamment au Maghreb. Alors, quelle en était la diffusion, voilà, la diffusion internationale? Alors, la diffusion internationale, on est diffusé au Québec, en Suisse, en Belgique. Au Maghreb, je pense que c'est uniquement dans les librairies françaises. Enfin, je sais pas. Alors, je suis jamais allé au Maghreb, donc c'est peut-être les librairies françaises entre guillemets qui y auraient là-bas. Sinon, en fait, pour les livres, ce qu'on essaie de faire et ce qui n'était pas forcément le cas avant et ce qui est en fait le cas dans très peu de maisons d'édition pour l'instant en France, c'est de trouver des interlocuteurs dans les pays en question, que ce soit au Maroc ou en Tunisie, des éditeurs qui seraient prêts en fait à racheter les droits d'exploitation des livres pour les exploiter pour leur marché. C'est notamment ce qu'on va faire pour le livre de Laila Lalami. Donc, elle est née, elle a vécu au Maroc et c'était très important pour elle que le livre soit disponible au Maroc. Or, si on le vend, nous, dans notre édition, à cause de taxes et de choses de douane, etc., le livre était beaucoup trop cher par rapport au niveau de vie des habitants. Et donc, on est entré en contact avec des éditeurs d'une maison pour justement qu'ils l'exploitent eux-mêmes là-bas. C'est l'édition du Fennec au Maroc. Et du coup, il sortira là-bas sous cette forme-là. Sinon, c'est vrai que le problème qui se pose pour beaucoup pour les livres exportés, en fait, en réalité, c'est qu'ils deviennent extrêmement chers. Donc, moi, je pense qu'il est préférable dans ces cas-là de trouver des partenariats avec des éditeurs locaux. Ce qu'on fait, par exemple, au Québec aussi, parce que, par exemple, un livre qui coûte 23 € en France, il peut coûter 40 et quelques dollars au Québec à cause des taxes. Donc, c'est énorme. Et dans ce cas-là, les gens vont l'acheter en anglais et n'iront pas la traduction française. Donc, c'est beaucoup plus, je pense, à la fois intelligent pour toucher un public et puis pour faire vivre aussi l'édition dans ces pays-là, de faire ces partenariats-là. Voilà. Pardon, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez contacté des éditeurs en Algérie? Alors, pas pour l'instant, parce que notamment le Fennec, dont je parle, est aussi diffusé en Algérie. Donc, du coup, la question ne s'est pas posée pour ce livre-là en question. Et parce que, alors là, j'avoue absolument, c'est mes manquements à moi, je ne connais absolument pas le paysage éditorial algérien à l'heure actuelle. Donc, je connais assez mal d'ailleurs beaucoup de paysages éditoriaux. C'est extrêmement compliqué. En fait, il faut vraiment beaucoup de temps pour trouver les interlocuteurs. Et c'est à ça que servent notamment les foires qu'on fait quand on est éditeur de littérature étrangère et aussi française. On fait 2 fois dans l'année à Francfort, à Londres. On rencontre en fait les éditeurs de tous les pays, justement pour essayer de créer ces réseaux et pouvoir travailler ensemble. Mais je n'ai pas encore eu le temps de faire tout ce travail-là partout. Voilà. Clément, j'aimerais revenir sur les livres qui ont été, entre guillemets, un peu sacrifiés avant le confinement. J'aimerais bien en parler aussi parce qu'ils méritent d'exister. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors, c'est la plus grande tristesse de mon année. J'imagine bien. On a eu un livre qui est sorti en mars, qui était le premier livre que j'ai acheté. C'est le premier livre que j'ai acheté qui paraissait chez Bourgois. C'est un livre qui me tenait beaucoup à cœur. Je l'ai là d'ailleurs, je vais vous le montrer. Il s'appelle Croc fendu. Est-ce que je l'ai là? Oui, il est là. Qui a eu un super accueil sur Instagram. Hein. Ouais, j'étais très content parce que ça m'a fait vraiment plaisir. C'est celui-ci. Vous l'avez peut-être vu avec les loups là et tout. Loup renard, on ne sait pas trop. D'une autrice canadienne d'origine inuite qui s'appelle Tanya Tagaq et qui est pas du tout une écrivaine à l'origine, qui est une chanteuse de gorge, ce qu'on appelle le chant de gorge. C'est un chant traditionnel inuit où en fait beaucoup de sons viennent de la gorge. Hein. Je ne vais pas l'imiter parce que ce serait ridicule. Et en fait, elle a dans sa carrière de chanteuse, elle a réussi à créer son style à elle, qui est de mélanger cette technique traditionnelle
avec des sonorités beaucoup plus contemporaines, électro-pop. Elle a chanté, elle a beaucoup collaboré avec Björk notamment sur certains albums. Et elle a écrit ce livre que j'ai découvert par pur hasard dans une librairie, tout simplement. Je l'ai acheté en anglais à la librairie Shakespeare & Company à Paris, qui est un livre extrêmement étonnant parce qu'elle raconte son... elle ne dit pas que c'est sa vie, mais en fait, c'est un roman très autobiographique. Sa vie dans le Nunavut, donc la région au très très nord du Canada où vivent les Inuits, et dans les années 80, donc son adolescence et son passage à l'âge adulte, entre guillemets, et elle le fait d'une manière extrêmement étrange, extrêmement frappante et nouvelle pour le coup. Il y a à la fois des passages qui sont de l'ordre de la description très triviale du quotidien, de tout ce qu'on a vécu quand on était adolescent, on zone un petit peu dehors, les premiers joints, les premières cuites, etc. Et c'est entrecoupé de passages extrêmement poétiques qui sont même des poèmes, qui sont des espèces de variations sur la mythologie inuite. Et elle mélange ça, en fait, la mythologie inuite avec la description de sa vie quotidienne, et ça donne quelque chose une espèce d'alliage extrêmement étrange où tout prend des proportions cosmiques, un petit peu. Et c'est un livre que j'aime vraiment énormément, et il est sorti 3 jours avant le confinement. Donc, autant dire que ça a été compliqué. Mais heureusement, en fait, que ce soit sur Instagram ou les libraires aussi, beaucoup l'ont gardé longtemps sur les tables. Donc, on a quand même réussi à le faire lire, et les gens qui l'ont lu ont été assez saisis comme nous, parce que c'est vraiment une esthétique très étrange, une écriture très très forte. Et il continue à vivre quand même sa vie, de temps en temps. Je le vois encore sur les tables, et ça me réjouit. Mais c'est vrai que c'était pour je pense que tous les éditeurs vous ont fait cette réponse, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement frustrant et d'extrêmement douloureux de voir ces livres qui ont eu une vie si courte. Voilà. Et justement, il y a certains éditeurs qui prenaient le pari de ne pas lancer de nouveaux livres. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Est-ce que vous avez lancé quand même des livres en juin, ou est-ce que vous avez préféré laisser court à Crowdfunding, par exemple? Ce qu'on a fait, c'est que pour les publications de mai-juin, jamais ce n'était pas possible, parce qu'en fait, même si on était déconfinés, les entrepôts ne fonctionnaient pas. Donc, de toute façon, on ne pouvait pas sortir de livres. De fait, la question s'est posée pour la toute fin mai et juin. Et en fait, on a décidé pareil que pour la rentrée, on a réduit au maximum. C'est pour ça qu'on a sorti uniquement des livres poche en juin, parce que c'est des classiques, c'est des valeurs sûres, entre guillemets, et aussi parce qu'en fait, on s'est aussi dit tout bêtement que au sortir de ces mois où on n'a parfois pas travaillé, où on était en chômage partiel, si on sortait des livres qui n'étaient pas chers, c'était mieux pour les gens, déjà. Et pour le seul livre qu'on a publié en grand format en mai, c'était le livre d'Andrés Barba, qui est celui-ci, Une République lumineuse, un auteur espagnol formidable, dont Bourgois avait publié déjà 5 livres ou 6 livres, comme ça. Et c'était un livre en fait, on avait commencé à travailler, comme on dit, avant le confinement. C'est-à-dire qu'on avait déjà parlé du livre auprès des journalistes, on avait déjà parlé du livre auprès des libraires, et qu'en fait, la réception de ce livre de la part des journalistes et des libraires était si enthousiaste qu'on n'a pas voulu le décaler, sinon on aurait un peu perdu cet enthousiasme-là. Et en fait, beaucoup de libraires nous avaient dit, mais en fait, on a très envie, on a très hâte d'en parler à nos lecteurs. Et donc, on s'est dit, on va faire un seul livre, et ce sera celui-là, parce qu'on sait qu'il va être accompagné et que les gens ont envie de le défendre. Voilà. Anne, c'est à toi. Super politique, en tout cas, je trouve, pour défendre vos auteurs. Je trouve ça top. Merci. C'est à moi? Oui, voilà. Oui, c'est à toi. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Je voudrais, alors moi aussi j'ai 2 questions parce qu'il n'y a pas de raison. La première concerne ce que vous venez de dire ce que vous avez dit il y a un petit moment sur la littérature américaine. Je n'ai pas entendu que vous parliez de la littérature anglo-saxonne. Je suis un peu interpellée. Il y a beaucoup d'amoureux de la littérature anglo-saxonne parmi nous. Et également, j'ai lu 2 livres édités chez vous l'année dernière. Celui-ci, Heartland, et donc américain, Occasion tardive, Merci Moon, de littérature anglaise, qui m'ont
énormément plu. Et enfin, vous avez évoqué je ne vais pas bien l'exprimer, mais moins d'intérêt dans ce que vous pouviez voir. Quel est ce moins d'intérêt? Il est dû à quoi? Quelle raison? Alors déjà, oui, j'ai dit moins d'intérêt, ça ne veut pas dire pas d'intérêt. Il y a quand même des choses qui m'intéressent quand même. Je veux un petit peu arrondir et préciser ce que j'ai dit. C'est vrai que j'ai tendance un peu à exagérer quand je parle aussi. C'est-à-dire que, là, alors pour être vraiment très honnête, je trouve qu'il y a une partie de la littérature, alors surtout américaine, pas forcément anglaise, hein, américaine vraiment spécifiquement, qui est extrêmement... dont on sent... Vous savez, le système américain sur entre guillemets, la production d'écrivains, parce que c'est vraiment comme ça que c'est vécu, est très différent de ce qui se fait en Europe notamment, et qui a une très très grosse importance de ce qu'on appelle les MFA, les diplômes en art et les cursus de creative writing, donc l'écriture créative, qui est une très bonne chose, parce que ça forme beaucoup d'écrivains. Il y a tout un écosystème qui se fait autour de ça, des publications en revue. Vraiment, quand on est un jeune écrivain, même poète aux États-Unis, on a des espaces où on peut publier des nouvelles dans des revues, publier des poèmes, etc. Donc ça, c'est très bien. Néanmoins, pour ce qui est de l'ordre souvent des premiers romans ou des romans de jeunes auteurs, ces dernières années, j'ai l'impression, c'est peut-être un sentiment qui est uniquement subjectif, j'ai l'impression que de lire souvent des manuscrits qui sont assez sur le même modèle, et où on sent vraiment l'apprentissage de l'écriture selon ces normes imposées dans ces cursus-là. Ce qui fait que c'est parfois très bien fait, hein, je veux dire, c'est irréprochable, il y a une écriture, il y a une construction, etc. Mais il n'y a pas cette petite dose qui, moi, m'est importante, qui est une dose d'imperfection. Parce que pour moi, c'est quand un texte a des petits défauts, c'est aussi là qu'on voit l'auteur en réalité, et pas quand il maîtrise tout. Donc, en fait, souvent, je lis beaucoup des manuscrits qu'on m'envoie américains avec plaisir, mais juste, reste un peu sur ma faim parce que je trouve qu'il n'y a pas non plus une voix. Et moi, ça que j'aime aussi dans la littérature, c'est quand j'ai l'impression que d'un seul coup, quelqu'un se met à me parler et a une voix vraiment singulière et qu'on sent qu'il y a une personne derrière l'écriture et pas seulement des techniques. Et ces derniers temps, en tout cas, mais j'espère être trompé très très vite, je n'ai pas trouvé ce genre de voix dans ce que je recevais en littérature américaine, mais je ne désespère pas. Et je pense qu'il y aura toujours des écrivains extraordinaires. Et malheureusement, certaines voix que j'ai pu aimer quand j'ai lu des manuscrits, je n'ai pas eu les textes. Ça arrive aussi. Donc, c'est la compétition parfois qu'il y a entre des éditeurs. Et voilà, on ne gagne pas toujours, malheureusement. Antoine le dit très bien dans le chat, c'est vrai que Nathalie Sbero aussi disait avoir une crainte, entre guillemets, sur la nouvelle génération américaine qui ne l'enchantait pas plus que ça. Donc, je pense aussi que vous êtes dans le vrai, hein, clairement. Et parce qu'en fait, j'en parle avec beaucoup de mes confrères qui sont spécialisés en littérature américaine, et c'est vrai qu'en ce moment, on fait tous un peu grise mine pour ça. Et pour le coup, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nathalie, qui pour le coup, il est confronté de manière encore plus forte, vu que la spécialité de la maison de l'Olivier, c'est l'américain, surtout. Voilà. Mais peut-être qu'elle développera d'autres choses maintenant qu'elle est arrivée là-bas. On n'a pas encore parlé du graphisme de ces couvertures, et c'est important, je pense, de les mettre en avant aussi parce qu'elles sont quand même très particulières. Le format aussi du livre est très particulier, un peu comme chez Actes Sud, différent, mais en tout cas, le format est quand même très surprenant. Est-ce que vous pouvez voilà, très horizontal, vous pouvez nous parler de ça? Est-ce que vous travaillez avec des graphistes freelance? Est-ce que, au contraire, vous avez quelqu'un de dédié à ça au sein de la maison? Alors là, c'est une petite anecdote d'ailleurs qui est un peu marrante, c'est qu'en fait, le graphiste qui s'occupe des couvertures de Bourgois, c'est le même graphiste qui s'occupe des couvertures de l'Olivier. Voilà. Donc c'est encore une parenté, mais c'est pas de mon fait, hein. C'était quelque chose qui courait depuis quelques années. Alors, on s'est posé la question parce que il y avait une marque de fabrique des éditions Bourgois, souvent, qui n'était pas toujours le cas, mais souvent, où les couvertures étaient faites à partir de détails de tableaux. C'était souvent un détail dans une peinture, un tableau, c'est très marqué par la peinture. Et parfois,
Enfin, en fait, beaucoup de libraires m'ont dit que eux, ils trouvaient ça un peu vieillot. Bon, moi, je trouve pas ça forcément toujours vieillot, hein, mais du coup, il y avait cette question qui se posait. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu non pas qu'on en finisse avec la peinture, mais qu'on décide de varier les médiums, en fait, qu'on puisse utiliser parfois de la photo quand on avait envie, du dessin quand on avait envie, de la peinture quand on voulait, etc., uniquement par souci d'adéquation entre le contenu du livre et de l'illustration qu'on avait choisie. Donc, alors je ne sais plus quelle était la question, mais du coup, je me suis perdu. Donc, ça a donné des choses qui étaient parfois un peu inattendues, notamment le livre de Tania Tagaq, par exemple. Ce n'est pas du tout ce que pouvaient faire auparavant les éditions Bourgois en termes d'image, mais en fait, on l'a fait parce qu'elle est frappante, parce qu'elle est belle aussi, et parce que voilà, ça crée un effet très, 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 très fort. Le livre, autre exemple qui là tient aussi à des discussions et à des projets et à des envies aussi de l'auteur, c'est la couverture du livre de Grégory Le Floch, qui est un dessin. En fait, c'est Grégory lui-même qui m'a dit, quand on a parlé de l'hypothèse d'avoir des illustrations à l'intérieur du livre, il m'a dit, il y a cette illustratrice espagnole que j'adore, j'aimerais beaucoup qu'elle fasse ses illustrations et si possible la couverture. Et en fait, comme on aimait tous les deux son travail, on l'a contactée, elle a accepté et on l'a fait. Donc c'est l'idée surtout de ne pas rester dans une charte qui soit trop définie du style on va faire que des peintures, que des choses, que de la typo, que des choses comme ça, mais être plutôt sur quelque chose de l'ordre de ça peut varier en fonction de la nature du livre et des envies de l'éditeur, de l'auteur et de ce qu'on trouve aussi. Parce que parfois on a ce qui est très très compliqué, c'est que parfois on a une idée de couverture en tête, on se dit il faudrait une image qui représente ça, 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 et nous on la voit très bien dans notre tête, mais quand on fait les recherches photos avec le graphiste, etc., il n'y a jamais aucune image qui est semblable à ce qu'on avait en tête, et c'est extrêmement frustrant. Donc c'est aussi en fonction des références qu'on a, des expositions qu'on a vues aussi parfois. Et moi j'ai dans mon téléphone et dans mon ordinateur quelques images que je garde où je me dis, ça, un jour, j'aimerais que ce soit une couverture de livre. Voilà, c'est assez simple parfois. Voilà. Et après, par rapport au format, par rapport au format, il n'y aura pas de changement. Est-ce que c'est un format qui vous convient très bien et il n'y aura pas de bouleversement là-dessus, j'imagine? Non, alors en fait, c'est un format qui est en plus très emblématique de la maison. En réalité, il y a plusieurs formats chez Bourgois parce que le livre qu'on a vu tout à l'heure, Heartland, il est dans un format plus grand parce que c'est pas de la fiction, c'est de la non-fiction. Donc, il y a des petites différences selon le genre des livres. Les livres de non-fiction sont un peu plus larges et un peu plus hauts. Mais le format habituel, c'est celui-ci, hein, c'est le format un peu plus allongé, qui a beaucoup de qualité, mais qui a aussi un défaut, c'est que les textes un peu longs, ça devient tout de suite des gros livres. Donc, la question du changement de format peut se poser quand on a des textes un peu imposants en termes de pagination, parce que ça fait tout de suite des énormes pavés et ça peut impressionner. Et donc, mais c'est des cas vraiment extrêmes, on va dire. Notamment, là, je vous parle de quelque chose que je publierai en 2022, mais il y a un texte génial d'un Péruvien que j'ai acheté récemment qui fait en espagnol 780 pages. En français, dans ce format-là, ça ferait quelque chose de gros comme ça. Donc, ce serait vraiment beaucoup trop pour un volume et ça ferait peur et on se dirait, oh là là, mon Dieu, dans quoi je m'embarque, alors que c'est un livre, vous verrez dans 2 ans, c'est un livre formidable. Voilà. Merci. Morgane? Alors, bonsoir. Moi, je vais juste rebondir en tant qu'on est sur le graphisme, c'est un peu une déformation professionnelle. Alors, les autres vont rigoler, mais moi, je voudrais revenir sur la typo parce qu'elle est vraiment emblématique de Bourgois, en fait. Je ne vais pas dire que c'est simple de faire une couverture chez vous, mais en fait, il y a juste une image, il y a la typo, juste la placer au bon endroit, et puis paf, quoi. Enfin, tout est joué. Et je trouve que quand on parcourt le catalogue, c'est... Enfin, bon, voilà, après, il y a des gens qui aiment, je sais pas, les couvertures très anglo-saxonnes. Moi, je sais que j'aime bien le truc très sobre, très épuré et très simple, où il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour faire passer un message. Je trouve que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant, en fait, dans toute la ligne visuelle, et que c'est important de le garder, en fait. Concernant, je rebondis sur ce que vous dites concernant la typo Bourgois, qui est une typo vraiment qui a été créée pour la maison d'ailleurs. Hein. Oui, d'accord. Ouais. On a juste fait un tout petit changement en réalité, parce que c'est une typo qui est
qui est très agréable pour la titraille, etc., mais qui est extrêmement serré, comme ça, extrêmement allongé, et qui parfois n'est pas toujours très lisible. Et on a juste, alors ça se voit vraiment, il faut vraiment mettre un ancien livre et un nouveau livre à côté pour le voir. Et là, si je le mets à la caméra, ça ne marchera peut-être pas. Mais en fait, je vais quand même essayer. Mais en fait, on a juste un tout petit peu modernisé la typo pour qu'elle soit plus facile. Bon, non, on voit rien. Pour qu'elle soit plus facilement lisible et utilisable dans d'autres documents, en fait. Parce qu'on l'a mise sur la 4e de couverture, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, en fait, on a un peu changé aussi l'aspect des 4e. Et donc, c'est uniquement la typo Bourgois qu'on utilise pour la 4e maintenant. Donc, c'est pour ça. Ok. Et je vais juste voir quelque chose dans le chat sur lequel j'aimerais rebondir, parce que c'est pour compléter ma réponse sur la littérature américaine et ma lassitude, etc. Il y a quelqu'un qui a mis que Nathalie Sbero avait parlé de la politisation des manuscrits, etc. C'est aussi quelque chose d'extrêmement pénible, c'est-à-dire que le côté extrêmement précautionneux et très politically correct, politiquement correct de certains manuscrits. On voit qu'en fait, ils ne veulent pas faire de vagues, ils ont trop peur d'être taxés de quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est assez... moi, j'aime bien aussi la littérature qui me dérange. donc du coup, quand je me sens un petit peu dérangé ou en tout cas remis en cause par certains aspects, je trouve ça un petit peu ennuyeux. Voilà. Tu voulais rebondir, Morgane? C'était bon? Non, juste pareil, la collection poche. Je trouve que les couleurs sont très pop. C'est très... Moi, c'est un pari risqué en tout cas. Déjà, ouais, non, mais déjà, rien que ça, en fait, moi, ça me parle. Moi, je trouve que je trouve ça top, en fait, c'est simple, c'est efficace. Après, ça peut peut-être pas plaire à tout le monde. La nouvelle est peut-être plus conventionnelle, entre guillemets, par rapport à ce qu'on voit, en fait, maintenant. Mais en même temps, le choix des couleurs, je sais plus, en librairie, j'ai croisé, c'était l'un l'autre. Ouais. J'étais à 2 doigts de l'acheter tellement je trouvais que les couleurs étaient incroyables, en fait. Bon, voilà, je ne l'ai pas pris parce que j'en avais d'autres et que j'ai beaucoup trop de choses à lire, mais vraiment, j'ai une liste de titres qui s'allonge. On a tous le même problème. Voilà, mais en tout cas, ouais, même les poches, en tout cas, on se retourne dessus, c'est un chouette parti pris. C'est vrai que moi, notamment pour ce réhabillage de la couverture de la collection poche, moi, en fait, c'est vrai que je suis très sensible à la couleur. Je trouve que 2 couleurs qui sont vraiment... en aplat, les choses comme ça, et je trouve que c'est extrêmement efficace pour des couvertures. Et c'est vrai que c'est plus dans le goût actuel, vous avez raison, mais je trouve que du coup, ça fait un effet intéressant qui est pour le coup pas de la photo, parce que la photo sur le poche, je trouve que c'est vraiment trop habituel maintenant. Et donc, je voulais un petit peu avoir cet effet sur une table, on le voit tout de suite, quoi. Donc, voilà. C'est efficace, je confirme. Oui, bonsoir. Alors moi, j'avais 2 questions. La première, j'ai vu que vous imprimiez en France et je voulais savoir si c'était systématique et si c'était une volonté et si vous choisissiez aussi votre papier. C'est ma question un peu habituelle. Et j'avais une deuxième question qui concerne un jour sera vide. Ce sera vide. J'aimerais savoir comment un éditeur choisit un premier roman. Enfin voilà, comment s'est fait la rencontre et qu'est-ce qui fait qu'on prend le risque d'éditer le premier roman de quelqu'un, quoi. D'accord. Alors, je commence sur les questions d'impression. Donc oui, on imprime en France, ce qui est un choix à la fois un choix politique, en fait, en réalité, parce que... Et puis aussi, il y a deux pans. Il y a l'aspect pratique qui est quand il y a des problèmes. C'est toujours plus simple quand la personne en face de vous parle français et qu'on peut même parfois aller sur les lieux de l'imprimeur pour aller voir. Donc déjà, et parce que c'est pas trop loin. Donc déjà, il y a ça, mais aussi parce qu'en fait, on a des très bons imprimeurs en France et que c'est important de maintenir ce commerce-là et ce domaine-là en France. Et alors, la question du papier, alors on choisit le papier à chaque fois, en fait. Il y a parfois ça dépend de plusieurs facteurs. Il y a évidemment la pagination du livre. Quand on a un énorme livre de 800 pages, on choisit un papier extrêmement fin, parfois même un peu transparent pour pas que ça fasse des énormes objets, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a parfois des raisons beaucoup plus triviales qui sont les stocks de papier disponibles chez les imprimeurs. Parfois, les imprimeurs n'ont plus le papier qu'on a habituellement ou qu'on veut ou quoi que ce soit. Et donc, on est aussi parfois obligé de faire avec ce qu'on peut avoir. Voilà. Mais c'est une question extrêmement importante, le papier, notamment, là je rebondis encore sur la collection poche, mais la collection poche auparavant avait un papier extrêmement blanc
très 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 blanc et avec une impression qui était assez grasse. Et en fait, quand on s'est dit qu'on allait relancer la collection poche, on a justement privilégié un papier un peu plus crème, plus agréable et moins agressif pour les yeux, et une typo qui soit moins grasse et plus élégante. Justement parce que un livre, certes c'est un texte, mais c'est aussi un objet, et que on a tous fait cette expérience quand on ouvre un livre qui est où tout est tassé et où c'est écrit tout petit, on a l'impression qu'on n'avance pas, on n'arrive pas à lire et ça. Donc, c'est aussi important pour des raisons de confort, mais aussi d'expérience de lecture, quoi. Donc, c'est vrai que le papier, on y fait assez attention pour ça. Alors après, il y a la deuxième question sur le livre de Hugo Lindenberg. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage sur un premier roman ou pas quand on reçoit un manuscrit? En l'occurrence, là, j'ai reçu le manuscrit chez Bourgois par la poste, donc c'était assez simple. Et je l'ai. Alors, la question, c'est en fait, j'ai ouvert le manuscrit et en fait, il y a quelque chose peut-être d'autres éditeurs vous ont dit, parce que je pense que c'est la vérité, c'est comme ça qu'on fait notre métier. Quand on ouvre un manuscrit, on sent tout de suite s'il y a une écriture ou s'il y a une voix ou s'il n'y en a pas, si c'est écrit ou pas, en fait. Donc, on fait un premier tri, on regarde les textes et on met de côté ceux où il y a quelque chose. D'emblée, on sent qu'il y a quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé pour le livre de Hugo. Je l'ai ouvert, j'ai regardé, et dès la première page, je me suis dit, ah là là, il y a un écrivain derrière. À quoi ça tient? Ça tient à un ressenti, ça tient là en l'occurrence au travail de langue dont je vous avais parlé, qui est, en fait, j'ai lu la première page et je me suis dit, oh là là, il y a déjà 3 phrases que je trouve belles. Donc, c'est pas seulement efficace, belle. Donc, je me suis dit, ça y est, il y a quelque chose. Donc, j'ai amené le manuscrit chez moi et je l'ai lu en une soirée et je me suis dit, c'est formidable, c'est vraiment formidable. Enfin, j'ai été vraiment saisi par la qualité d'écriture pour un premier roman, chose qu'on voit assez rarement. Et en fait, c'est un test assez simple. C'est-à-dire que quand je ramène un manuscrit chez moi, que je le lis chez moi et que je n'ai pas l'impression de travailler, c'est que c'est un texte que je dois publier. En fait, c'est très, très bête. Hein. C'est que je le lis comme un lecteur le lirait en l'ouvrant dans une librairie. Et si je me dis, j'ai pas pu m'arrêter et j'ai pas eu l'impression de me dire, oh là là, il faut que je lise ce manuscrit pour le travail, c'est que c'est bon. Donc, tout de suite après, je me suis dit, le lendemain, je suis revenu au bureau, je lui ai envoyé un mail, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que vous êtes disponible pour qu'on se voit au café? Et on s'est vu, et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est quelque chose qui est de l'ordre de... Ouais. C'est beau cette façon de voir le métier et en même temps votre côté lecteur. En tout cas, sachez que vous êtes le premier éditeur à nous donner cet argument. Ah bon, c'est assez inédit. Les autres, le livre, c'est-à-dire que, en fait, c'est de l'ordre, parce que la façon dont je l'explique, ça peut être, là, je vais l'expliquer d'une façon qui peut paraître un petit peu mystique, mais en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence, en fait, quand il y a un manuscrit qui nous saisit, c'est comme si c'était évident, on ne se pose même pas la question, en fait. On ne se dit pas, oui, mais si je fais ça, est-ce que quel public, je ne me pose pas du tout ce genre de questions quand je décide de publier un texte. Je ne me dis pas est-ce qu'il va marcher ou pas, ce n'est pas du tout mon problème. Mon problème, c'est est-ce que j'ai aimé le livre et est-ce que j'aimerais que d'autres gens le lisent. Voilà, c'est assez idiot, mais c'est, je pense, aussi le même genre de travail dans des sphères différentes que peut faire un libraire. C'est pourquoi un libraire conseille un livre et pourquoi il arrive à le vendre, c'est parce qu'il l'a aimé avant tout, en fait, quand il y a cet aspect de conseil très fort. Et c'est comme ça que j'envisage mon métier. Donc, c'est quand je lis le livre et que je le lis comme je l'aurais lu spontanément comme un lecteur qui aime un livre, c'est que c'est bon, pour moi en tout cas. Et c'est vrai que pour le livre de Hugo, ce qui est extrêmement frappant, c'est que ça m'a saisi tout de suite et que tous les gens qui l'ont lu et qui m'ont parlé ont eu ce sentiment-là de ah là là, il y a vraiment un écrivain qu'on vient de découvrir. Et ça fait tellement plaisir parce qu'on se dit, déjà, je ne me suis pas trompé. Et d'autre part, c'est vraiment la satisfaction de se dire qu'on a fait découvrir un monde, un univers, une langue à des gens et qu'ils ont aimé ça. Voilà. C'est exactement ce que m'a dit ma libraire en me le conseillant. Ah voilà, ah là là, je suis content. Je suis très content. Nicole? Oui, donc justement, moi je voulais rebondir sur le sujet des premiers romans, parce qu'il y a effectivement le coup de cœur de l'éditeur chez lui tout seul, et puis ensuite il y a les enjeux.
de la mise sur le marché. Et je me demandais si vous mettiez en place un accompagnement particulier pour les primo-romanciers, si vous les traitiez un peu différemment des auteurs confirmés. Enfin, comment ça se passe? Alors là, ça dépend de plusieurs facteurs, encore une fois. Ça dépend de la personnalité de l'auteur aussi, en fait, beaucoup. Parce que, et d'ailleurs, pas seulement pour les primo-romanciers, parce qu'en fait, un écrivain peut avoir publié 3, 4, 10, 15 livres. Il peut toujours être aussi stressé et aussi anxieux à la sortie d'un livre. C'est une expérience extrêmement intime, en fait, de laisser quelque chose de soi partir comme ça vers un lectorat et puis parfois être déçu par l'accueil ou par le non-accueil, etc., etc. Alors évidemment, quand c'est un primo-romancier, comme il n'a pas l'habitude, il ne connaît pas, on l'accompagne particulièrement, mais j'ai envie de dire même pas particulièrement plus que les autres. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on explique plus. On explique plus, déjà, d'une part, quand on fait le livre, les délais de fabrication du livre, pourquoi on le fait si tôt, pourquoi, etc., etc. Et surtout, on essaie d'expliquer aussi comment ça se passe quand, je ne sais pas, à un moment, il peut être déçu de l'accueil qu'il reçoit 3 jours après la sortie. Et on essaie d'expliquer qu'en fait, un livre, la réputation d'un livre et son accueil, ça se construit sur beaucoup plus de temps que les simples premiers jours après la sortie du livre, par exemple. Ou des choses, on leur explique comment fonctionne la presse, on sait que le livre est en lecture, on sait qu'on peut avoir des articles plus tard, pas tout de suite, pourquoi, etc. Donc il y a un effort de pédagogie, je dirais, envers les primo-romanciers, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on passe notre temps à réexpliquer à chaque sortie de livre pour tous les auteurs, parce que même, bon, à part les grandes stars qui n'ont rien à attendre et qui savent qu'ils ont leur public et leur lectorat, mais c'est des anxiétés et des angoisses qui renaissent à chaque fois. Donc, il faut toujours les accompagner et leur expliquer. Et c'est aussi ce qui fait le métier d'éditeur, parce que le métier d'éditeur, c'est certes lire des livres, décider de les publier, travailler sur les textes, mais une grosse partie du travail, c'est la relation humaine avec l'auteur, les accompagner. Alors, pour ça, évidemment, je ne suis pas tout seul. Il y a notre attachée de presse, Noémie Sauvage. Il y a aussi une personne qui est extrêmement importante dans une maison d'édition, qui est la relation libraire, dont le métier est de communiquer auprès des libraires, de les relancer, de savoir s'ils ont aimé tel livre, leur envoyer les livres qui pourraient leur plaire, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, chez nous, elle s'appelle Joanie Soulier. Et en fait, on est du coup 3 à vraiment accompagner les auteurs. Et ça peut être les accompagner psychologiquement comme physiquement quand ils sont invités à des festivals, par exemple. On se déplace avec eux, on les accompagne. Dans des librairies, évidemment, on est là pour que tout se passe au mieux. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question des primo-romanciers, mais voilà. Ça répond, oui, bien sûr. Ça répond. La seule petite précision, c'est justement ces attachés de presse ou ces chargés de relations libraires. Est-ce qu'elles ont une façon un peu différente justement d'aller parler à un libraire ou d'aller parler à la presse quand il s'agit d'un premier roman, forcément par rapport à un auteur un peu connu et qu'on attend déjà? Alors ça, j'avoue que je ne suis pas la meilleure personne pour vous répondre, parce que ce serait surtout à elle qu'il faudrait poser la question. C'est dommage qu'elle ne soit pas là. La différence, je dirais que alors ça dépend du moment aussi de publication du livre, là en l'occurrence. C'est là où la question du timing est importante aussi. Notamment pour la rentrée littéraire, il y a toujours une attention particulière des journalistes et des libraires sur les premiers romans à ce moment-là. C'est vraiment le moment où justement on est un peu aidé dans ce travail-là, parce que les gens s'y intéressent spontanément, parce que c'est le moment où on parle de livres et on parle des nouvelles voix. Et donc c'est beaucoup plus facile, je pense, de présenter un premier roman à ce moment-là. Sinon, le travail, je pense qu'il n'est pas si différent d'un travail classique pour des auteurs de deuxième ou troisième roman, dans la mesure où c'est avant tout, le but de ces interactions, c'est avant tout de communiquer un enthousiasme de notre part. Et ça, elles le font, que ce soit pour un deuxième, troisième ou premier roman, en l'occurrence. Alors, c'est peut-être différemment selon la presse et la librairie, parce que ce n'est pas le même genre d'interlocuteurs et qu'ils n'attendent pas la même chose d'un livre non plus. Mais je pense que ça fonctionne exactement sur les mêmes ressorts à chaque fois. Voilà.
Et j'imagine que le plus important reste le livre et pas forcément l'auteur. Ça reste quand même le fond qui est important. Je pense que c'est plus ça qui est vendu, en tout cas par les relations libraires, j'imagine. Celles qui font très bien leur travail, et comme c'est le cas chez nous, oui. C'est-à-dire que, puis de toute façon, on est une maison qui publie ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent en anglais literary fiction, donc la fiction littéraire. Donc c'est vraiment c'est pas du livre très grand public, c'est pas de la littérature de genre, enfin, quoique je vais pouvoir sûrement en faire aussi parce que j'aime ça, mais c'est vraiment, donc on parle forcément toujours plus d'écriture, d'univers, de propositions de langue, de propositions d'esthétique, plutôt que de la personnalité de l'auteur quand on s'adresse aux journalistes ou aux libraires, en tout cas dans les auteurs que nous on publie. Dans d'autres maisons, ça peut être totalement différent, et c'est pas moins bien d'ailleurs, c'est pas un jugement moral, mais c'est juste que c'est adapté à ce qu'on fait. Voilà. Justement, Clément, c'est parfait. Je rebondis sur ça pour savoir combien de manuscrits vous recevez, et surtout savoir si le fait que vous publiez de la littérature française a amené davantage de manuscrits. J'imagine quand même que pour être écrivain et envoyer son manuscrit chez Bourgois, il faut quand même avoir une sacrée assurance et un certain style pour correspondre à la maison. Donc, c'est pas donné à tout le monde, j'imagine. Est-ce que vous en recevez énormément, ou est-ce que au contraire les gens pensent que Bourgois est devenu une maison plus ouverte, moins classique et plus ouverte justement aux primo-romanciers notamment? Alors ça, c'est quelque chose dont je mesurerai vraiment l'impact, je pense, dans les mois à venir, parce que en fait, moi je suis arrivé du coup chez Bourgois en août 2019, et qu'en fait, entre-temps, on n'a pas publié de français, de premier roman ou de quoi que ce soit. Là, c'est vraiment le premier moment où il y a vraiment le focus qui est mis sur le français. Donc, je verrai surtout les répercussions plus tard. Chez Bourgois, on reçoit finalement assez, par rapport aux autres maisons où j'ai travaillé, on reçoit plutôt peu de manuscrits français. Alors, pour la quantité, je dirais peut-être 1 ou 2 par jour ou des choses comme ça, ce qui est beaucoup moins que ce qui est chez l'Olivier ou même chez Flammarion, hein, clairement. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup frappé quand je regarde les manuscrits qu'on reçoit en français, c'est que souvent, même si ce n'est pas forcément des choses que je vais publier, le niveau littéraire est plus intéressant. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent bien la maison, qui ont les mêmes références et qui ont un souci d'écriture peut-être plus fort que dans les maisons plus grand public, ou en tout cas plus connues du lecteur lambda. Donc on en reçoit peu. Ceci dit, ces derniers temps, on en reçoit un peu plus. Donc je le vois déjà un petit peu quand même. Notamment parce que il y a récemment, je pense que c'est dû à ça, hein, uniquement à ça, c'est que il y a eu une interview de moi sur France Inter pendant 1 minute où je disais quels étaient les projets pour la maison, et du coup j'ai vu tout de suite après en fait qu'on recevait un peu plus de manuscrits français. Et c'est parce que pour le moment, c'était pas encore visible, je crois, le changement. Ou en tout cas le redéploiement du français chez Bourgois. Voilà. Et j'avais 2 questions. La première, c'est déjà comment se porte la maison actuellement? Est-ce que le confinement a été difficile, ce qui est fort probable, mais comment se porte la maison en termes généraux? Et la deuxième question, si vous pouvez nous parler des titres étrangers qui sortiront après la rentrée littéraire. On va se contenter pour l'instant de cette rentrée littéraire, évidemment à notre niveau, mais nous faire saliver un petit peu plus sur ce qui arrive après. Alors, pour ce qui est de l'état général de la maison, évidemment, le confinement a produit ce qu'il a produit chez tout le monde, pour le coup. C'est-à-dire que c'était une perte assez compliquée de chiffre d'affaires, mais comme partout. Et c'est vrai que depuis le déconfinement, on a eu la très belle surprise et joie de constater qu'en fait, pour le mois de mai, juin, juillet et août de cette année, on avait à chaque fois pour être très trivial, des chiffres d'affaires qui sont le double de l'an dernier, au même moment. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont revenus en librairie. Les libraires nous ont tous dit que certains mois après le confinement ont été semblables à des mois de décembre, donc ce qui est extrêmement, extrêmement bien en fait, pour tout le monde, que ce soit les libraires, les éditeurs et les auteurs. Donc ça a été l'agréable surprise les gens sont revenus en librairie et en fait ça nous permet aussi de perdre moins d'argent, donc de pouvoir être un peu plus serein aussi sur l'année en cours. Donc c'est vraiment de l'ordre du contexte actuel, hein. Mais sinon la maison se porte bien. On a beaucoup de projets extrêmement excitants. Donc
comme on est dans une période pas de renouvellement, mais en tout cas de cap un petit peu différent par rapport à avant, c'est extrêmement encourageant pour nous. Et c'est vrai que l'accueil que reçoit notre rentrée littéraire là, actuellement est vraiment encourageant. Donc là, c'est vraiment pour moi et puis pour toute l'équipe, c'est une confirmation qu'on ne se plante pas. Donc c'est bien. Et après, alors pour les livres qui sortent en octobre-novembre, je les ai là, presque tous d'ailleurs, parce qu'on vient de les recevoir de l'impression. Il y a plusieurs choses, et c'est surtout, alors il y a 2 livres étrangers et un livre français, mais qui est un peu particulier, donc je le parlerai très très rapidement. Alors on va rien les voir. Rapports sont inversés. Les rapports sont inversés avec la rentrée littéraire, ce qui conviendra parfaitement à Stéphanie. Exactement. Et en fait, c'est 2 auteurs qui, pour le coup, étaient déjà publiés par les éditions Bourgois avant mon arrivée. Et il y en a un qui est très emblématique, c'est Rick Bass, littérature américaine des grands espaces que vous connaissez peut-être. Et c'est un recueil de nouvelles. Alors, j'aime beaucoup la nouvelle, ça, je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de mes goûts. J'aime énormément les nouvelles, ce qui est terrible pour un éditeur parce que là, pour le coup, moi, il y a des milliers de recueils que j'aimerais publier, mais c'est un genre littéraire qui est extrêmement difficile à imposer en librairie et c'est un crève-cœur. Donc, lisez les nouvelles et achetez-en parce que c'est vraiment, on découvre des choses formidables. Il y a certains mêmes auteurs qui ne font que des nouvelles, qui ne font jamais de romans et qui sont des génies absolus. Donc, bon, c'est mon petit laïus que je fais toujours sur la nouvelle parce que c'est vraiment important. Et donc, il y a ce recueil de nouvelles qui s'appelle La rivière en hiver, je ne sais pas si on voit là, avec un bison en couverture. Qui sortira en octobre. Et c'est vraiment... Alors, Rick Bass a écrit des romans, mais moi, je trouve que son genre où il est le meilleur, c'est la nouvelle. Et c'est uniquement des nouvelles qui se passent dans le Montana, avec des hommes souvent taiseux, qui affrontent la nature, qui vont à la chasse à l'élan. Et il se passe toujours des tragédies, vraiment, je dirais même des tragédies minuscules dans leur vie, mais qui prennent des allures absolument mythologiques parce qu'il y a cette écriture qui est absolument folle. Et il y a une nouvelle notamment qui raconte l'histoire je vous le fais très court, hein, qui raconte l'histoire de 2 hommes qui partent à la chasse à l'élan. Ils prennent la voiture, ils vont voir l'élan, ils le tuent. Il y a la carcasse de l'animal. La voiture ne marche plus. Elle refuse, le contact ne marche plus. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Et il commence à faire froid. La nuit commence à tomber. Ils ont de plus en plus froid et ils se disent mais en fait, on ne va jamais pouvoir rentrer. Et donc, ils commencent à marcher jusqu'à la maison d'où ils viennent en traînant la carcasse de l'élan. Et pour ne pas mourir de froid, ils se mettent à brûler un à un les arbres qu'ils rencontrent sur leur chemin. Et donc, en laissant derrière eux une traînée d'arbres calcinés uniquement pour pouvoir se réchauffer, pour être sûr d'atteindre le but. C'est absolument prodigieux. Et ça livre écologique. Il est très, très, très écologique. Rick Bass, il vit dans le Montana. Et il fait partie d'une association extrêmement active pour la défense justement de la faune et de la flore de cette région-là, de la vallée où il habite, qui s'appelle la vallée de Yaak. Voilà. Et c'est un livre formidable parce que chaque histoire devient une espèce d'épopée comme ça de la vie quotidienne. Et c'est vraiment prodigieux. Et ensuite, on publie un autre livre. Alors là, vous n'allez rien voir parce que la couverture est noire. Il s'appelle L'Incendiaire de Chloé Hooper. On avait publié plusieurs livres. Et là, c'est un livre de non-fiction. Elle est australienne, Chloé Hooper, et elle s'est intéressée à un incendie qui a eu lieu il y a 10 ans en Australie, pendant un jour qu'on appelait le Black Saturday, le samedi noir. C'est un incendie qui a ravagé une partie d'une région en Australie. Et il y a un homme qu'on a retrouvé qui a été accusé d'avoir mis le feu volontairement, d'avoir fait partir les feux volontairement. Et qui a été en fait pendant quelque temps le bouc émissaire de tout le pays et qui a été tenu pour responsable de cette tragédie. Et en fait, elle s'intéresse à ce fait divers et elle refait l'enquête et elle se rend compte qu'en réalité, les responsabilités de l'incendie sont un peu partagées par cet homme, mais aussi par le fait que ces régions étaient laissées un petit peu en désaffection par le gouvernement australien, en partie parce que peuplées d'aborigènes, les régions en question. Et donc en fait, elle prend ce fait divers qui est un fait divers traumatique de la mémoire récente de l'Australie, et elle essaie de montrer comment, en fait, on a construit cette figure de bouc émissaire pour se blanchir de tous les dysfonctionnements du gouvernement et de la façon dont étaient gérées les infrastructures de cette région-là. C'est extraordinairement intéressant parce que c'est quelque chose qui est
de la non-fiction, donc tout est vrai, c'est un travail de documentation, etc. Mais il est construit et il se lit vraiment comme un roman, comme une enquête, et c'est absolument fabuleux. Et elle est vraiment très très forte dans ce genre-là. En fait, elle avait commencé par le roman et après elle s'est dirigée de plus en plus vers la non-fiction. Maintenant, elle fait plus que ça. Et elle l'a bien fait, c'est vraiment extraordinaire, extraordinaire à lire. Sur quelque chose qu'on connaît assez peu et un pays qu'on connaît assez mal en France, malgré tout. Et enfin, il y a un troisième livre qui est un livre français, donc d'une autrice qui s'appelle Gabrielle Witkop. Le livre s'appelle Les Héritages. Et alors, c'est une histoire un peu particulière parce que Gabrielle Witkop, c'est une femme qui est née en 1920 et qui est morte en 2002. Donc, malheureusement, elle n'est pas là pour la sortie du livre. Et dont l'œuvre avait été republiée dans les années 2000 par Bernard Wallet aux éditions Verticales. Ils avaient republié toute son œuvre, qui était une œuvre assez conséquente, une œuvre très, très étrange, très marquée par à la fois le romantisme noir du 19e siècle, le Marquis de Sade, les philosophes du 18e, des choses très, très diverses, avec un goût un petit peu pour la provocation aussi. Elle avait écrit notamment un livre merveilleux qui s'appelle Le Nécrophile, qui parle d'un nécrophile, qui est fabuleux et qui est chez Vertical. Et en fait, il y avait ce livre inédit d'elle que son ayant droit a retrouvé. On avait le manuscrit, donc on l'a retapé et tout. Et il est venu me voir parce qu'il savait que j'aimais beaucoup cet auteur et aussi parce que Christian Bourgois avait publié son premier livre dans les années 70 et il s'est dit qu'en fait, c'était une façon de boucler la boucle et de la faire revenir chez Bourgois pour le dernier. Et donc, il m'a proposé ça et comme c'est une autrice que j'ai beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur, j'ai accepté évidemment tout de suite. Et c'est un livre extrêmement drôle, avec un humour très très noir. Ça raconte l'histoire d'une maison sur 100 ans. Ça commence à la fin du 19e siècle et ça se termine à la fin du 20e, vers les années 80, en 95, je crois. Et c'est cette maison qui est au bord de la Marne. Et en fait, on va voir passer successivement dans chaque chapitre tous les habitants de la maison tout au long du siècle et qui sont tous plus pervers, bizarres, obsédés les uns que les autres. Il y en a un qui tient son journal et qui adore jouer à la roulette russe. Donc, en fait, son journal, il passe son temps à jouer à la roulette russe et à voir tous ses amis se flinguer et la cervelle qui jaillit sur les murs, etc. C'est extrêmement drôle, avec un style qui est un pastiche de la littérature fin 19e, un peu décadente. Et j'aime beaucoup ce livre et c'est un peu une curiosité dans le catalogue de Bourgois. Et en octobre, au moment où paraîtra le livre, les éditions Quidam, qui sont très bien, qu'on aime beaucoup, vont republier un autre livre de Gabrielle Witkop et on s'est mis d'accord justement pour faire des trucs ensemble. Voilà. C'est merveilleux ça, merveilleux. Et celui-ci risque de faire un tabac. En tout cas, ici déjà, il l'a fait. Avant de passer la parole à Anne, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe qu'on diffuse un peu partout. Donc, préparez-vous, c'est maintenant. Hop. Une dernière. C'est bon, super. Anne, c'est à toi. Merci. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué non pas votre routine de lecteur, mais vous avez expliqué qu'il y avait ce manuscrit que vous aviez finalement amené chez vous et dévoré en une nuit. Est-ce que ça veut dire qu'il y a chez vous un lecteur directeur éditorial et puis un lecteur Clément Rib? Et est-ce que c'est différent? Est-ce que vous avez les mêmes lectures ou pas? Et ma deuxième question qui un peu le pendant. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être lecteur de manuscrits complètement emballés et le directeur éditorial qui dit non, c'est juste pas possible? Alors, avant de répondre à la question, je vais aller allumer ma lumière parce que j'ai l'impression d'être un vampire en fait. C'est vrai. Ce sera mieux. On est dans Wittcock en avance. Alors en fait, ma lumière ne fonctionne plus. Je viens de voir ça, donc je vais le faire sans. Pardon. Donc la question, est-ce que ça m'est arrivé que le lecteur Clément Rib soit tempéré par le lecteur directeur éditorial? En fait, ça m'est arrivé, mais pas pour les raisons que vous pourriez croire. C'est pas pour des questions d'ordre économique où j'adore un livre et je me dis ça va pas marcher ou quoi que ce soit. C'est que, alors j'ai un penchant
et que j'aime beaucoup la littérature expérimentale, parfois un peu hardcore, la poésie un peu absconse, etc., etc. Et il m'est arrivé d'aimer des manuscrits qui pouvaient se rattacher à ce genre-là et qui étaient dans un souci expérimental très, très fort. Et la question que je me suis dit, c'est est-ce que... alors, c'était pas des manuscrits que j'avais aimés, et c'était pas la question, c'était pas est-ce que je le fais parce que je risque de en vendre 20 ou des choses comme ça. C'est juste, la question que je me posais, c'est est-ce que Bourgois est la maison adéquate pour ce titre-là. Et je sais que moi, j'ai mes goûts, qui sont des goûts parfois très marqués, et qui peuvent jurer parfois aussi avec l'image ou le catalogue de la maison. Et que dans ces cas-là, ce qui prime pour moi, c'est pas forcément mon goût, c'est aussi le fait que ce livre s'intègre dans une galaxie d'auteurs avec lesquels ils vont ensemble, si vous voulez. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est extrêmement excitant quand on construit un catalogue ou quand on prolonge un catalogue, c'est que les auteurs puissent dialoguer entre eux, même métaphoriquement. Et j'aime beaucoup l'idée, ça m'est arrivé récemment avec un auteur, j'ai acheté les droits d'un auteur costaricain qu'on publiera en 2022, qui est un jeune auteur qui s'appelle Carlos Fonseca, qui est absolument fabuleux et qui vit à Londres. Et en fait, je discutais avec lui par mail et il me disait qu'il lisait actuellement une autrice croate qui s'appelle Dubravka Ugresic, que je vais publier en fait en octobre et en 2021, des inédits. Et il m'a dit, j'étais en train de lire le livre de Dubravka Ugresic et en fait j'ai appris que c'était toi qui allais la publier en France. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est deux auteurs qui pourraient se lire, se rencontrer et avoir des choses à se dire. Et en fait, j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait un air de parenté quand même, d'une façon ou d'une autre, qui est évident ou pas évident, entre les auteurs que je publie. Et parfois, mon goût, qui peut être extrêmement hétéroclite, est un peu trop en décalage avec cette conversation que j'aimerais créer aussi entre mes auteurs. C'est ça qui peut me retenir plus que le simple aspect économique qu'on pourrait s'imaginer de prime abord. Voilà. Okay. La ligne éditoriale se répond par les auteurs et non par les... C'est intéressant. Je pense que c'est une des choses qui est la plus excitante aussi dans notre métier, c'est de se rendre compte que quand on rencontre un écrivain étranger de quelque nationalité que ce soit, évidemment, la première chose qu'on fait quand on les rencontre, c'est qu'on parle de livres, évidemment, et que qu'est-ce que tu lis en ce moment, tu as lu des choses bien, etc. Et en fait, quand on se rend compte qu'un auteur qu'on a aimé a les mêmes livres de chevet que vous, et on ne le savait pas. Et on se rend compte qu'en fait, si on l'a aimé, c'est qu'il y avait une bonne raison et qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité partagée, en fait, dans ce cas-là. Et c'est extrêmement... je pense que c'est une des choses les plus satisfaisantes dans ce métier. Donc, de savoir qu'il y a une famille, en fait, en réalité. Okay. Stéphanie, dernière question pour toi. Oui, dernière question. Alors, moi, je voudrais juste avoir votre avis sur le sujet. La littérature étrangère, elle est quand même moins... comment dire, les lecteurs français, en tout cas, sont peut-être moins friands de littérature étrangère que de littérature française. Et comment vous expliquez ça? C'est-à-dire, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la littérature étrangère et je suis toujours étonnée de lire ça dans la presse ou de voir que finalement, c'est quand même difficile pour les auteurs étrangers de se faire publier et de plus en plus. Et donc, je ne comprends pas pourquoi. Et est-ce que vous avez un avis sur la question? Alors, en fait, je ne pense pas. Alors, d'expérience de tous les pays où j'ai pu aller ou vivre, je ne pense pas que les Français soient si peu friands de littérature étrangère que ça, comparé à la situation qu'il y a dans d'autres pays. Notamment, un pays que je connais bien, les États-Unis. Pendant très, 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 très longtemps, il y a eu extrêmement peu de littérature traduite étrangère en anglais. Et les Américains lisaient globalement presque que des Américains. En Europe et en France, on a une longue tradition de traduction, parce que c'est comme ça que c'est fait notre continent aussi, culturellement. Et en fait, je ne dirais pas, moi, que les Français n'aiment pas la littérature étrangère. Certes, ça se vend moins que la littérature française, mais comme en fait, dans tous les pays, la littérature nationale est toujours plus vendue que la littérature étrangère. Et on a la chance en France d'avoir quand même un très très gros panel de choses très différentes en littérature étrangère, ce qui n'est pas le cas partout. Alors évidemment aux États-Unis, comme je l'ai dit, mais même dans certains autres pays, en Espagne, c'est moins
il y a des belles choses, mais c'est moins varié. Et on a quand même un tissu éditorial extrêmement fort et on a aussi beaucoup de soutien en fait aussi d'institutions, notamment du CNL, qui aident à traduire des langues plus rares, des choses comme ça. Donc on est vraiment très aidé, même en tant qu'éditeur, pour proposer des choses nouvelles. Donc je dirais que cette préférence des Français vers la littérature française est à nuancer, dans la mesure où je pense que c'est le cas absolument partout. Et qu'au contraire, on a aussi, certes, on traduit majoritairement, la grosse majorité de la littérature étrangère en France, c'est la littérature anglo-saxonne, mais on a énormément de traductions de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est une offre assez conséquente quand on y réfléchit. Et qui est suivie par les lecteurs et les libraires d'ailleurs. Ce n'est pas une offre dans le vide, il y a une attente quand même. Par exemple, cet été, il y avait eu plusieurs articles qui disaient que la littérature étrangère et les premiers romans étaient quand même en difficulté. Et enfin, plus que la littérature française en général. Donc, ça a beaucoup circulé, en tout cas, nous, on a vu passer ça sur Instagram. Je ne sais pas si c'est représentatif finalement de ce qui se vit chez les éditeurs, mais peut-être c'est une fausse idée. Mais ça a beaucoup circulé. En fait, je ne dirais pas que c'est la littérature étrangère dans son ensemble qui a... Une question de proportion aussi, hein, j'imagine. Hein. En fait, ce qui est assez frappant, c'est que je dirais que la littérature étrangère se porte plus mal, on va dire, que la littérature française, mais c'est un peu... je nuancerais de la façon suivante, à savoir que le problème de la littérature étrangère, c'est que la majorité des ventes se reportent sur la littérature anglo-saxonne. Et c'est le reste de la littérature étrangère qui a un peu plus de mal parce que c'est plus compliqué. C'est des traditions littéraires qu'on connaît moins bien. Donc, il faut plus accompagner et que les lecteurs, spontanément, ne vont pas se dire je vais acheter ce livre russe qui a l'air formidable. Alors qu'américain, on est en terrain connu, vous voyez. Et pour reprendre une formulation de Nathalie Sbéraud, que peut-être elle vous a dit quand vous l'avez interviewée, en fait, l'idée sous-jacente, c'est l'histoire d'un mec dépressif à New York. On a l'impression que ça concerne tout le monde. Et l'histoire d'un mec dépressif à Santiago du Chili, ça concerne que les Chiliens, alors que pas du tout, en fait. Et c'est parce qu'on vit aussi dans une mythologie et un rêve américain qui a infusé pendant toute une partie du XXe siècle, et que pour nous, c'est plus familier de lire quelque chose sur n'importe quel personnage qui est aux États-Unis qu'un personnage qui est à Taïwan ou à Tokyo ou n'importe où. Et ça changera peut-être d'ici 40 ans ou 50 ans, on ne sera plus là pour le voir, mais peut-être que ce sera la Chine qui aura ce rôle-là, on ne sait pas. Voilà. Il y a quand même de grands auteurs étrangers, et je pense notamment à Ferrante. Il y a d'autres, en tout cas au niveau européen, je trouve que la littérature étrangère se débrouille pas trop mal en France. C'est sûr que, comme vous le dites, hein, dans la littérature sud-américaine, c'est difficile. Caribéenne, c'est évidemment très difficile aussi, mais clairement, en tout cas au tissu européen, il y a quand même de très gros succès. C'est vrai que le succès, par exemple, d'auteurs comme Elena Ferrante ou dans d'autres proportions, Javier Marías, espagnol, ou Manuel Villas, aussi espagnol, ces dernières années, ont un peu redéfini aussi en fait, il y avait une certaine frilosité des lecteurs et même parfois des libraires aussi à défendre certaines langues. Et c'est vrai que alors il y a eu des prix, il y a eu de la presse, il y a eu des succès de librairies. Ça a un petit peu redéfini le paysage de la littérature étrangère en France, et c'est très bien. Et moi, je m'en réjouis évidemment absolument. Parce que en plus, c'est des très bons livres à chaque fois. Ouais, littérature scandinave également, qui a eu quand même un fort rôle dans notre littérature depuis 10 ans, hein, clairement. Donc, c'est plutôt partagé. Oui, c'est sûr. Nicole, dernière question alors. Ça n'arrête plus. Non, c'était pas une question, c'était pour rebondir sur cette histoire de littérature étrangère et de premier roman, sur ce que disait Stéphanie. En fait, l'information, c'était pas que cette littérature était en difficulté. C'est les choix éditoriaux qu'ont fait les éditeurs pour la rentrée, puisqu'il fallait réduire en fait les parutions en septembre. Ils ont choisi de réduire plutôt la littérature étrangère et plutôt les premiers romans, parce qu'effectivement, ils misaient plutôt sur des valeurs sûres. Mais en fait, je ne pense pas que ça soit lié à une difficulté particulière, simplement une question de contexte, tout simplement.
Oui, et je vais juste rebondir sur ce que vous dites, c'est que la raison pour laquelle beaucoup d'éditeurs ont enlevé les premiers romans, notamment de la rentrée, c'est parce qu'il y a un facteur de risque beaucoup plus grand, parce qu'on ne sait pas quel accueil peut recevoir un livre et qu'ils ne voulaient pas prendre le risque et qu'on ne savait pas ce que les autres allaient publier. Moi, au contraire, on a fait la chose inverse, c'est qu'on a dit, ça va être une rentrée dont personne ne peut rien prévoir. Donc, autant la faire la plus nouvelle possible et de proposer des choses que personne n'a jamais lues, puisque c'est que des nouveaux auteurs, en fait. Donc, on s'est dit, on prend le parti pris inverse. Et la raison pour laquelle beaucoup d'éditeurs aussi ont enlevé de la littérature étrangère de la rentrée, c'est que la littérature étrangère a ce désavantage par rapport à la littérature française, c'est que ça coûte extrêmement cher à produire. Parce qu'il y a l'achat des droits, bien sûr, mais il y a l'achat de la traduction. Et puis en plus, souvent, c'est des livres plus gros, en fait, pour des raisons X ou Y. Hein. Et donc, en fait, c'est des investissements qui sont plus importants. Donc, en fait, dans un contexte de risque, on a tendance quand même à privilégier les investissements plus sûrs si on est très cynique et de manière… voilà. Moi, c'est pas du tout n'importe quel chef d'entreprise aurait fait exactement la même chose. Il faut à un moment donné… nous, on pense en tant que lecteur, évidemment, on pense à notre petit plaisir, mais derrière, il y a quand même une industrie du livre qui doit tourner et forcément, des choix doivent être faits. Clairement, l'argent est le nerf de la guerre, encore plus aujourd'hui dans la littérature. On comprend totalement votre choix, en tout cas. La grande interrogation, c'était aussi de savoir dans quelle mesure on pourrait défendre les livres, parce qu'on ne savait pas à ce moment-là si on ne serait pas reconfiné en septembre. Et donc, on s'était dit que… en fait, moi, je suis toujours partisan de publier moins, mais publier mieux. Donc, c'est-à-dire dans l'idée qu'on puisse accompagner chaque livre vraiment. Si on publie 5-6 livres dans la nature comme ça et qu'on ne les accompagne pas, le travail n'est pas fait. Et en fait, c'est extrêmement frustrant pour tout le monde, du coup, parce qu'il y a des gens qui passent à côté de livres, nous, on passe à côté d'un public, enfin, plein de choses. Donc, on s'est dit, face à ça, autant réduire au maximum et les accompagner tous comme on peut. Donc, 3, c'est très bien pour ça. Voilà. Clément, merci infiniment pour cette rencontre. On a fortement apprécié, évidemment. C'était passionnant. Donc, merci infiniment de nous avoir consacré ce temps, même dans le noir le plus même total, noir, j'imagine, dans une maison d'édition totalement vide. Exactement. C'est un peu ridicule comme ça. Mais bon, vous voyez encore mon visage. Donc ça me permet de vous remercier et de vous dire au revoir et de vous souhaiter de bonnes rencontres. Je ne sais pas si vous en avez encore d'autres de prévues bientôt. Mais en tout cas, oui, c'est un format. Il y en a 3 par semaine. Donc, bravo pour tout ce travail. Et en tout cas, c'est très, très nouveau. Moi, je n'avais jamais fait ça. Et extrêmement enthousiasmant de pouvoir parler à des lecteurs comme ça de manière très directe. C'est extrêmement plaisant. Donc, et puis, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de conversation aussi longue sur des sujets comme ça. Donc, bravo à tous. Merci. Et avec plaisir, Clément, pour une prochaine fois, avec un auteur, par exemple. Et avec les autres. Le domaine… Exactement. Avec grand plaisir. Très bien. On se tient au courant. À bientôt. Merci tout le monde. Merci Clément. Au revoir à tous. Oui.